Bonjour, très heureuse de vous revoir et de recevoir aujourd'hui l'avenir de la recherche fondamentale grâce à la présence de 6 jeunes chercheurs qui vont nous présenter leurs travaux et, je l'espère aussi, les perspectives de ces travaux en ce qui concerne l'oncopédiatrie. Bonjour à tous, ravi d'être ici à nouveau pour cette série de conférences sur des jeunes chercheuses, surtout un chercheur qui est encore jeune aussi, et donc ils vont nous présenter des travaux très variés sur différents domaines avec des implications importantes sur l'oncologie pédiatrique et qui nous présenteront aussi leur vision de l'avenir, à la fois personnelle pour elles-mêmes ou eux-mêmes, et pour la recherche en oncologie pédiatrique. Donc nous avons maintenant l'intervention de Farah Rahal sur le gliome infiltrant du tronc cérébral chez l'enfant, qui est en distanciel par rapport à notre intervention ici. Bonjour à tous et à toutes. En fait, j'ai le plaisir de pouvoir participer dans ce colloque sur les cancers pédiatriques, ainsi de partager mes expériences personnelles ainsi que professionnelles dans ce domaine. Tout d'abord, je veux commencer à vous parler un peu sur mon cursus universitaire. Tout d'abord, je suis diplômée d'une licence de sciences de laboratoire issue de l'université libanaise, faculté de santé publique. Après, j'ai continué mes études en master 1 en France au sein de l'université Sophia Antipolis à Nice en génétique, immunité et développement. Et j'ai poursuivi mon master 2 en physiologie des régulations au sein de l'université de Bretagne occidentale à Brest. Et récemment, je suis diplômée d'un doctorat en biologie cellulaire et physiopathologie de l'université de Bordeaux. Mes premières études en fait en licence m'ont permis d'avoir des compétences et des connaissances solides dans le domaine de la biologie. Ces connaissances, en fait, euh, ces connaissances ont été accomplies durant mes stages avec des expériences pratiques en Master 1 et Master 2, où j'ai pu renforcer mes connaissances en génétique, biologie moléculaire cellulaire, ainsi qu'en physiologie et adaptation métabolique, expérimentation animale. Et j'ai pu aussi familiariser avec des techniques de travail, ainsi que l'apprentissage des nouveaux logiciels. Tout ce bagage scientifique m'a orienté en fait pour faire une thèse au sein d'un labo de recherche. Cette envie a été d'autant plus importante en vue de mes compétences et confirmée d'après mes expériences professionnelles. J'ai pu réaliser un stage de 5 mois durant mon Master 1. C'était à l'Université Sophia Antipolis dans l'Institut de biologie à Valrose, où j'ai pu travailler sur l'aspect moléculaire et le développement des neurones de la couche 5 du cortex cérébral chez la souris. Après ma- mon stage de Master 2, j'ai pu la réaliser au sein de laboratoires d'optimisation et régulation physiologique à l'Université de Bretagne occidentale à Brest, où il a porté sur l'intérêt de la prise en charge du choc hémorragique par une molécule appelée HM101 chez un modèle murin, où on avait étudié les effets et les paramètres hémodynamiques et biologiques pendant 6 mois. Après ces stages et ainsi que les connaissances théoriques, ainsi que ma forte motivation pour la recherche et la curiosité scientifique m'ont permis aussi de faire une thèse pendant 3 ans dans un laboratoire de recherche. La formation académique avec les compétences techniques, soit en biologie moléculaire, soit en expérimentation animale, ainsi qu'en physiologie, aussi m'offrir la chance d'avoir une thèse sur la caractérisation des nouvelles cibles thérapeutiques contre un cancer très invasif, le cancer infiltrant du tronc cérébral. Et
et la forte évaluation de mes encadrants durant mes stages des deux masters ont aussi donné la responsabilité et l'autonomie de travailler dans une équipe. Après, je veux vous présenter mon sujet de thèse que j'ai pu réaliser pendant 3 ans au sein de l'équipe MIRCAD à l'Université de Bordeaux sur le gliome infiltrant du tronc cérébral ou nommé plus tard DIPG. Le gliome infiltrant du tronc cérébral appartient au gliome de haut grade. Il se développe presque exclusivement chez l'enfant et le jeune adulte avec un âge médian de 6 à 9 ans et une survie moyenne de 9 mois après le diagnostic. En effet, le DIPG est un gliome très agressif et invasif, généralement localisé au niveau ventral du pont dans la région du tronc cérébral, où il va altérer les fonctions vitales telles que la respiration, le rythme cardiaque, le contrôlement des mouvements et la vision. La tumeur peut envahir et diffuser à travers aussi les régions saines environnantes. En dépit des nombreuses recherches effectuées sur cette pathologie, mais aucune thérapie curative n'a été développée à ce jour. Tout d'abord, le cancer se manifeste chez l'enfant et en résulte de l'apparition des signes cliniques tels que des déficits des nerfs crâniens, des signes cérébelleux ainsi que l'altération des réflexes normaux qui peuvent aiguiller le médecin vers le DIPG. Cela aussi est confirmé à partir des imageries, soit un CT scan, soit un IRM. Et récemment, le développement des techniques d'imagerie plus avancées, telles que la spectrométrie par résonance magnétique et la perfusion par imagerie par résonance aussi magnétique. Et après, enfin aussi, une biopsie est proposée aux parents afin de valider le diagnostic. En effet, les équipes ont montré la faisabilité de ces biopsies sans des conséquences négatives pour les enfants. Après, traitement pour le DIPG, les traitements présents actuellement sont la chimiothérapie, la radiothérapie ainsi que des thérapies ciblées contre des protéines dérégulées dans le cas de DIPG. Le cause du DIPG, les analyses des études ou bien génomiques et épigénomiques ont pu montrer une mutation sur les gènes codant pour l'histone, protéine histone H3. Et cette mutation serait à l'origine de la maladie, induirait la substitution de la lysine 27 par la méthionine sur l'histone H3, induirait la mutation H3K27M. Elle est présente sur 4 à 18% des protéines histone H3 dans le cas de DIPG, ce qui sous-entend que 90% des protéines histone H3 seraient fonctionnelles. Euh, Dans le cas physiologique, le complexe protéique PRC2 triméthylhistone H3 sur la lysine 27 pour inhiber la transcription des gènes. Tandis dans le cas de DIPG, cette mutation va empêcher le complexe protéine PRC2, induirait alors une diminution de la triméthylation et ainsi une activation de la transcription des gènes et parmi ces gènes, une inhibition des gènes suppresseurs de tumeurs. Euh, je veux aussi vous présenter en fait quelques résultats de mes travaux de thèse sur la création d'une nouvelle lignée de DIPG qui est appelée plus tard BXDMG1. Cette lignée est dérivée en fait d'une biopsie où j'ai eu la chance d'avoir une biopsie en collaboration avec le CHU de Bordeaux d'une fille atteinte de DIPG de 10 ans en 2018. Et on a fait une caractérisation moléculaire et génétique de cette biopsie pour qu'on puisse savoir si ça appartient vraiment au DIPG ou à un autre gliome pédiatrique. En fait, les résultats du séquençage normal ici montrent qu'on a les 3 séquences AAG, tandis que pour la biopsie, le séquençage a été aussi réalisé, montrant ici une mutation où le A été remplacé par le T, et les mêmes résultats ont été obtenus après la dissociation de la biopsie en cellules appelées après BXDMG1. Alors,
les cellules confirment aussi la mutation H3K28M dont l'histon H3.3 conduisait alors à l'événement oncogénique conducteur qui est conservé entre biopsie et cellules. C'est bien aussi la mutation que j'ai déjà parlé avant, où les premiers auteurs ont été nommés depuis longtemps H3K27M, mais en réel, il n'existe pas une lysine sur la position 27, alors que c'est une mutation de l'histone H328M. Après l'isolement de cette lignée, les analyses aussi faites sur des cytoblocs, on pourrait voir pour la première figure la microscopie en champ clair a montré une population cellulaire homogène, très gliale, fusiforme. La coloration avec l'hématoxyline éosine aussi a révélé des cellules éosinophiles atypiques avec des noyaux irréguliers et aussi des cellules anisocaryotes avec une activité mitotique très élevée, déjà vue avec l'activité de le KI67, qui a été révélé avec une activité très élevée. Et les cellules tumorales expriment toujours l'antigène KI67. Aussi, cette lignée tumorale a été fortement positive pour la mutation HK27M et aussi négative pour la triméthylation H3K27M triméthylée. Après, quelques études en fait sur cette lignée. D'après des études précédentes, on a pu montrer qu'on a une protéine qui était dérégulée en cas du DIPG et cette protéine agit comme un modulateur épigénétique. L'utilisation d'un inhibiteur X est considéré comme un inhibiteur épigénétique en traitant les cellules BXDMG1 avec différentes concentrations de cet inhibiteur-là, on a pu voir une diminution significative de la prolifération cellulaire à partir de 10 micromolaires. En combinant notre inhibiteur X avec un autre inhibiteur appelé ici Y, c'est un inhibiteur d'une voie métabolique déjà aussi prélevé d'après des analyses protéomiques où on a montré que la combinaison des deux inhibiteurs X et Y ont pu montrer une diminution significative de la croissance tumorale à partir d'une dose très faible de 3 micromolaires. Or, on pourra conclure que la combinaison des deux drogues a réussi à diminuer la prolifération tumorale à une faible dose en comparant avec l'inhibiteur X seul. Après, dans un modèle, comme vous savez, le modèle 2D de la culture cellulaire, on a toujours un manque de contact entre cellules et cellules micro-environnement tumoral. Depuis la découverte de la matrice extracellulaire, le système 3D offre une excellente opportunité d'étude. Ce modèle permet la contact entre cellules et micro-environnement tumoral, ainsi que ça sera plus proche de la tumeur, mimant ainsi in vitro son organisation. Le traitement des différents sphéroïdes avec soit le contrôle ou bien l'inhibiteur X seul et un inhibiteur Y, on a toujours une formation des sphéroïdes après 24 heures de traitement. Tandis qu'en combinant les deux drogues ensemble, on a ce empêchement de la formation des sphéroïdes. Alors, on pourra conclure aussi que que la combinaison a aussi réussi à inhiber la formation des sphéroïdes. Les mêmes aussi résultats ont été obtenus aussi en étudiant la migration tumorale des cellules BXDMG1. En traitant les cellules seules avec soit l'inhibiteur X, soit l'inhibiteur Y, on a toujours cette migration cellulaire, tandis que là, en combinant les deux drogues ensemble, on a toujours une diminution de la migration cellulaire qui est aussi révélée là d'après les résultats statistiques, qu'on a une diminution significative de la migration par le traitement combiné.
Après, on a, pour tous ces travaux-là, c'était fait in vitro. Et pour valider cette efficacité de notre traitement combiné, on a envisagé à utiliser un modèle in vivo. Et c'était un modèle murin orthotopique des souriceaux âgés de 2 jours, où on avait injecté directement des cellules de gliome infiltrant du tronc cérébral dans le tronc cérébral. Pour aller plus loin et être plus proche possible de l'état des patients atteints de DIPG, il était nécessaire d'utiliser un modèle orthotopique chez ces souriceaux afin de pouvoir modéliser la croissance des tumeurs dans un cerveau en développement. On peut voir ici, d'après les résultats, les souriceaux traités soit avec l'inhibiteur Y avec une concentration de 10 mg par kilogramme, soit avec l'inhibiteur Y et X avec une concentration de 6 mg. D'après les résultats statistiques, on pourra aussi conclure qu'on a, selon les figures-là, on a une diminution significative de la masse tumorale avec le traitement combiné. Je vais vous demander de conclure parce qu'on arrive au bout du temps. Ok, après, pour conclure sur la partie scientifique, j'ai pu créer cette nouvelle lignée de DIPG qui ça sera diffusée après pour les gens qui sont intéressés et de faire aussi mise en place d'un nouveau modèle murin de xénogreffe et aussi d'être un peu, d'avoir une cible thérapeutique combinée de deux drogues qui a montré son efficacité. Et finalement, pour conclure sur la partie personnelle, cette thèse a pu m'apporter l'autonomie dans les travaux pratiques ainsi que dans la rédaction, ainsi aussi la confiance en moi-même, la connaissance des solides en cancérologie ainsi que dans d'autres domaines de la biologie, d'apprendre sur des nouvelles techniques, ainsi d'élargir la connaissance en échange avec d'autres collaborateurs ou bien avec d'autres associations comme des présentations vulgarisées. Merci, Madame Et Rahl. merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Nous n'avons malheureusement pas le temps pour des questions et donc nous allons passer directement à l'oratrice suivante qui est Loélia Babin du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. Donc j'ai commencé à travailler en cancérologie dès mon master que j'ai fait à Paris, où j'ai réalisé 2 stages. Donc en master 1, un stage sur la réplication de l'ADN dans les cancers. Et en master 2, j'ai fait un stage où le but était de mettre au point des outils qui permettent de reproduire des anomalies qui étaient retrouvées dans certains cancers. Donc ensuite, j'ai poursuivi par une thèse en cancérologie qui a commencé au Muséum et s'est terminée à l'Institut Imagine. Et le but de cette thèse était de comprendre comment apparaît la cellule cancéreuse dans le cas d'un lymphome qui s'appelle le lymphome anaplasique à grande cellule. Et ensuite, j'ai poursuivi par un post-doctorat au CRCT à Toulouse en collaboration avec l'Institut Imagine. Et le but de ce travail est de trouver des biomarqueurs de résistance au traitement dans ce même lymphome. Et donc l'ensemble de ces projets sur lesquels j'ai travaillé a été financé par un certain nombre d'organismes et d'associations sans lesquels il aurait été impossible de réaliser les expériences. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le lymphome anaplasique à grande cellule, ou ALCL. Donc il s'agit d'un lymphome qui touche principalement les enfants. Donc c'est un cancer qui touche principalement les globules blancs, donc des cellules du sang qu'on appelle les lymphocytes T, et qui touche principalement les enfants et jeunes adultes. Globalement, la chimiothérapie, qui est le traitement de première intention, est efficace puisqu'on va avoir 80% de réussite. Cependant, en cas de rechute, le pronostic est très mauvais, d'où l'intérêt de trouver des nouveaux traitements et de mieux comprendre les résistances à ces traitements. Dans ce lymphome, on va retrouver une anomalie chromosomique qu'on va appeler une translocation chromosomique dans le cas de ce lymphome qui s'appelle NPM-ALK et qui est présente dans plus de la moitié des tumeurs. Donc qu'est-ce que c'est une translocation chromosomique? Donc ça va se former au niveau des chromosomes qui sont représentés en bas de l'écran. Donc vous avez un chromosome violet, un chromosome orange. Sur ces chromosomes peuvent apparaître des cassures
Donc ça peut être créé par exemple par des agents chimiques ou des irradiations. Et normalement dans la cellule, on a un système de réparation qui va être capable de recoller les bons morceaux entre eux, sauf que parfois ce système de réparation fait des erreurs et ça va mener à la formation de ce qu'on appelle une translocation chromosomique, où on va avoir un bout de chromosome orange qui va être recollé avec un bout de chromosome violet. Donc ces translocations peuvent être reproduites en laboratoire grâce à des outils qu'on appelle donc des ciseaux moléculaires. Vous avez peut-être entendu parler du système CRISPR-Cas9 dans l'actualité. Et donc grâce à ce système, on va pouvoir aller couper de manière très spécifique les chromosomes de manière à reproduire ces translocations. Donc, durant ma thèse, j'ai essayé de comprendre comment apparaissait donc, ce fameux lymphome anaplasique. Et donc, pour ça, on voulait partir de la cellule normale pour aller jusqu'à la cellule tumorale. Donc, on est parti de sang dans lequel on a récupéré des globules blancs normaux qui sont représentés ici en bleu. Et dans ces globules blancs normaux, on a introduit cette anomalie chromosomique, donc cette translocation, ce qui nous a permis de créer des cellules prétumorales au laboratoire. Et on a pu montrer que ces cellules étaient capables de former une tumeur. Donc on a réellement pu partir de la cellule normale et pas à pas aller jusqu'à la cellule tumorale. Et donc ce travail a permis deux résultats principaux. Donc déjà, ça nous a permis d'identifier une nouvelle cible thérapeutique potentielle. Donc, qu'est-ce que c'est une cible thérapeutique? C'est une molécule qui va être exprimée uniquement par les cellules tumorales et qui va pouvoir du coup être ciblée par des médicaments pour aller détruire spécifiquement ces cellules cancéreuses. Et donc, on a pu identifier une molécule qui était absente des globules blancs normaux et qui était très présente dans les tumeurs. Donc, ce travail a fait l'objet d'un brevet et actuellement est continué dans l'équipe d'Erika Brunet. Et donc, en parallèle, on a également pu identifier ce qu'on appelle des ARN circulaires que je vais vous présenter maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est les ARN circulaires? Donc, on a les chromosomes qui vont porter l'ADN. Et à partir de l'ADN, on va avoir formation de ce qu'on appelle l'ARN messager. Donc, vous en avez peut-être entendu parler avec les vaccins ARN contre le Covid. Et cet ARN messager, il va être capable de former une protéine. Et en parallèle de cet ARN messager, on va également avoir ce qu'on appelle les ARN non codants, donc qui, eux, ne vont pas être capables de former de protéines, qui peuvent être soit de forme linéaire, soit de forme circulaire. Et donc, moi, c'était ces ARN circulaires qui m'intéressaient particulièrement, donc principalement parce que déjà, ça a été montré dans d'autres cancers, notamment des cancers solides, que les ARN circulaires pouvaient jouer un rôle dans le processus tumoral et aussi dans la résistance au traitement. Et de plus, ces ARN circulaires, de par leur forme circulaire, sont plus stables et donc moins dégradés, ce qui nous permet de les détecter plus facilement dans le sang chez les patients. Et donc, dans le cas de la translocation, donc on va avoir cette fameuse translocation NPM-ALK qui va mener d'une part donc, à droite à la formation d'une protéine NPM-ALK qui va être à l'origine de tout un tas de mécanismes qui participent au cancer et notamment à la survie, la prolifération des cellules tumorales. Et en parallèle, on va avoir aussi la formation d'ARN circulaire NPM-ALK dont on a pu montrer l'existence grâce à notre modèle. Et donc, ceci a mené à mon projet de postdoctorat actuel, dont le but est d'étudier le rôle de ces fameux ARN circulaires et notamment leur rôle dans la résistance au traitement. Donc, le projet sur lequel je travaille actuellement porte sur ces fameux ARN circulaires. Donc, on est parti des patients. Donc, on a une cohorte de patients à LCL donc, qui sont soit bons répondeurs au traitement, soit au contraire qui ne répondent pas au traitement. Et donc, on a à disposition des échantillons tumoraux qui sont des biopsies. Et dans ces biopsies, on a pu comparer l'expression de ces ARN circulaires, donc comparer la quantité. Est-ce qu'il y a plus d'ARN circulaires dans les patients qui répondent au traitement ou dans ceux qui ne répondent pas au traitement? Est-ce que ce sont les mêmes qu'on retrouve? Et donc, tout ce travail a été fait donc, sur les échantillons de patients. Cependant, ces échantillons sont très précieux, on n'en a pas beaucoup, donc on ne peut pas faire énormément de choses dessus parce que c'est des choses rares. Et donc, on a besoin de modèles pour continuer les études. Et donc, on a utilisé les modèles que je vous ai présentés précédemment, donc qui sont en laboratoire, dans lesquels on est actuellement en train de travailler. Donc, dans ces modèles, on a pu détecter ces fameux ARN circulaires NPM-ALK.
Et à présent, on est en train d'essayer de moduler leur expression. Donc, on augmente la quantité de ces ARN circulaires, ou au contraire, on la diminue, voire on la supprime totalement, et on regarde quels sont les effets sur la progression tumorale. Donc, est-ce que si on augmente la quantité d'un ARN circulaire, on va plutôt favoriser l'apparition du cancer, ou est-ce qu'au contraire, on va plutôt diminuer la progression tumorale? Donc là, on en est là actuellement, au laboratoire, on est en train d'essayer de moduler ces ARN circulaires. Et donc, à la fin, le but, c'est qu'une fois qu'on aura fini toutes ces expériences, on espère pouvoir valider un certain nombre d'ARN circulaires candidats qui sont importants dans le cancer et notamment importants dans les résistances au traitement. Et donc, par la suite, le but, c'est de revenir aux patients pour voir si on est capable de détecter ces ARN circulaires directement dans le sang des patients, ce qui est beaucoup moins invasif qu'une biopsie, évidemment. Et donc, ça pourrait permettre de pouvoir éventuellement prédire une réponse au traitement. Donc, de ce travail, on espère deux résultats principaux. Le premier, c'est éventuellement de pouvoir utiliser les ARN circulaires comme cible thérapeutique. Dans le cas où on trouverait un ARN circulaire qui est très important pour la formation du cancer, on pourrait imaginer aller le cibler avec des médicaments. Et la deuxième chose, c'est qu'on espère pouvoir utiliser ces ARN circulaires comme biomarqueurs de résistance au traitement, c'est-à-dire aller regarder chez les patients s'ils sont présents ou non et pouvoir prédire s'ils vont répondre ou non au traitement, ce qui permettrait de leur offrir peut-être un traitement personnalisé et qui fonctionnerait. Donc, c'est les résultats qu'on espère à la fin de ce projet. Donc, je vous remercie de votre attention et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, donc que ce soit dans le laboratoire du CRCT à Toulouse ou à l'Institut Imagine, mais également nos collaborations avec le laboratoire de Thomas Mercher à l'IGR, Karine Giovanangeli au Muséum et David Sibon à Necker. Et bien évidemment, je voudrais remercier tous nos financements, toutes les associations, tous les organismes qui financent ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Babin. On a perdu notre chronomètre, mais je pense qu'on a le temps pour quelques questions. Catherine. Donc moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez recherché dans l'expression des ARN circulaires d'autres caractéristiques de tumeurs, par exemple l'agressivité, la possibilité de migrer, etc. Est-ce que ça, vous le prévoyez ou est-ce que vous l'avez recherché? Ça, alors, on ne l'a pas encore fait. C'est des choses qu'on veut faire, donc, notamment dans nos modèles, tout d'abord, avant de passer sur des données de patients. Mais on aimerait regarder si, justement, en modulant l'effet de ces ARN, la présence ou l'absence de ces ARN circulaires, est-ce que ça va modifier, par exemple, la migration qui va pouvoir notamment mener à des métastases? Est-ce que ça va modifier la survie des cellules cancéreuses, ce genre de choses? Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on est en train d'effectuer. Ok, merci. Sur ces lymphomes anaplasiques, il y a des mutations de ALK qui peuvent entraîner des résistances au traitement. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé? Donc en fait, les mutations de ALK, ça intervient surtout dans les résistances aux inhibiteurs de ALK, notamment le crizotinib qui est utilisé en thérapie et donc qui va induire un échappement au traitement. Et donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément regardées dans nos modèles, mais actuellement, donc, moi, je suis en train de créer aussi des lignées résistantes à cet inhibiteur de ALK pour justement aller regarder dans ces cellules la présence des ARN circulaires, la modification de leur expression. Et notamment, on a trouvé qu'il y avait globalement plutôt une augmentation des ARN circulaires NPM-ALK dans ces cellules résistantes au crizotinib. Par contre, on n'a pas encore été vérifier les mutations de ALK. Ça, c'est quelque chose qui va être fait par séquençage. Et on ne l'a pas encore fait. Merci beaucoup. On me mentionne qu'on a un petit peu de retard, donc on va enchaîner tout de suite sur notre prochaine interlocutrice, donc, qui est Madame Sarah Maurice de l'Université de Nantes. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Sarah Maurice, je suis chercheuse postdoctorante au laboratoire FIOS à Nantes. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter un petit peu mon parcours universitaire. Donc, après mon bac scientifique, j'ai intégré une licence de biologie donc, au sein de l'Université de Nantes, où j'ai fait un parcours vraiment axé sur les sciences de la vie, la biologie cellulaire, la physiologie animale. J'ai ensuite poursuivi en master, en master de biologie santé axé sur la recherche thérapeutique.
Donc moi, j'ai vraiment découvert la recherche en cancérologie pédiatrique au cours de mes stages que j'ai faits au sein du laboratoire FIOS, donc pendant mon master. Donc je me suis vraiment intéressée à la recherche en cancérologie pédiatrique, car ce sont des maladies qui sont rares et il y a très peu de recherches sur ce sujet, notamment les traitements actuels sont souvent des traitements de l'adulte qui vont être adaptés ensuite aux enfants. C'est pour ça en fait, que c'est vraiment essentiel de faire de la recherche pour les enfants. Donc, à la fin de mes stages de Master 2, j'ai donc continué en thèse au sein du laboratoire FIOS. Donc, c'est un laboratoire qui étudie, qui se focalise sur les mécanismes cellulaires et moléculaires des pathologies osseuses qui peuvent être tumorales, comme les tumeurs osseuses primitives, ou non, comme l'arthrite ou les calcifications vasculaires. Donc moi, je travaille au sein de l'équipe 1 qui travaille principalement sur le micro-environnement tumoral et le ciblage thérapeutique. Donc j'ai continué en thèse de doctorat au sein du laboratoire FIOS grâce au financement apporté par l'association Imagine for Margot. Donc nous avons travaillé sur le rôle de la voie de signalisation HIPPO dans le développement de l'ostéosarcome. À la fin de ma thèse, j'ai poursuivi donc, dans le même laboratoire en post-doctorat, où nous avons initié un nouveau projet sur, cette fois-ci, le rôle de la voie de signalisation HIPPO, mais dans les phénomènes de chimiorésistance de l'ostéosarcome. Donc, au laboratoire, on travaille sur l'ostéosarcome, qui est la plus fréquente des tumeurs osseuses primitives malignes chez les enfants et les jeunes adultes. On observe en France environ 150 nouveaux cas par an. Donc, c'est la troisième tumeur de l'enfant et de l'adolescent après les hémopathies et les tumeurs cérébrales. Donc, la survie à 5 ans, elle est d'environ 70% pour les formes localisées, mais chute malheureusement à environ 30% quand il y a des métastases au diagnostic ou après une récidive. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques, notamment pour les patients de mauvais pronostic. Donc, au cours de ma thèse, nous nous sommes intéressés au rôle de la voie de signalisation HIPPO dans le développement de l'ostéosarcome. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une voie de signalisation ? Son objectif, ça va être de transmettre un message à la cellule, et ce message va pouvoir modifier son comportement ou son activité. Le message, il va être vraiment très spécifique. Dans notre cas, le message il est porté par une protéine qui va s'appeler YAP. Quand cette protéine rentre dans le noyau des cellules, elle va activer tout un tas de gènes qui vont induire un message et qui va modifier la biologie des cellules. Donc on va avoir par exemple une plus forte prolifération cellulaire, une survie des cellules, etc. La voie de signalisation HIPPO, elle est vraiment très importante pour le développement normal embryonnaire. Par contre, des dérégulations peuvent être à l'origine de différents cancers. Donc nous avons observé que la voie de signalisation HIPPO, et notamment la protéine YAP, était très active dans l'ostéosarcome. Là, on parle en fait d'une signature YAP. Ça veut dire que cette protéine, elle va être fortement localisée dans le noyau des cellules tumorales et va entraîner l'expression de différents gènes qui sont favorables au développement de la tumeur. On a également observé au niveau clinique qu'un haut niveau de l'expression de la protéine YAP était associé à une moins bonne survie des patients atteints d'ostéosarcome. Donc là, je vais vous faire un petit résumé de mes résultats de travaux de thèse où nous avons pu montrer que la voie de signalisation HIPPO ou la protéine YAP était vraiment impliquée à la fois dans le développement de la tumeur primaire de l'ostéosarcome, mais aussi dans la formation de métastases pulmonaires qu'on sait de mauvais pronostics. Et nous avons également utilisé une molécule pharmacologique, une petite molécule chimique qu'on appelle la vertéporfine, qui va inhiber YAP, c'est-à-dire supprimer YAP des cellules tumorales. Et cette molécule, elle est capable d'inhiber la croissance de la tumeur primaire et la formation de métastases dans un modèle animal d'ostéosarcome. Donc à la fin de ma thèse, j'ai continué donc en post-doctorat dans le même laboratoire où on a initié un nouveau projet sur le rôle de la voie de signalisation HIPPO, mais cette fois-ci dans les phénomènes de chimiorésistance de l'ostéosarcome. Alors qu'est-ce que c'est que la chimiorésistance ? C'est quand les cellules tumorales, elles ne sont plus sensibles au traitement de chimiothérapie, le traitement ne fonctionne plus et ne permet plus de stopper la progression des tumeurs. Donc cette résistance, elle peut être innée, c'est-à-dire que les cellules tumorales, elles n'ont jamais été sensibles au traitement de chimiothérapie et en fait, elles sont sélectionnées au cours du traitement. Mais elle peut être aussi acquise, c'est quand des modifications qui peuvent être génétiques, épigénétiques, vont être protectrices et favorables au développement de la tumeur. Ça va rendre les cellules tumorales résistantes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la survie de l'ostéosarcome à 5 ans est d'environ 70% pour les formes localisées, mais chute à environ 25-30%
pour les formes métastatiques, mais aussi après récidive. De nombreuses études dans la littérature montrent que la voie de signalisation, hypo, et notamment la protéine YAP, pouvait jouer un rôle dans les phénomènes de résistance au traitement. Au niveau clinique, on observe également qu'un haut niveau d'expression de la protéine YAP était associé à une moins bonne réponse au traitement de chimiothérapie chez les patients atteints d'ostéosarcome. C'est pourquoi on a initié un nouveau projet sur le rôle de YAP dans les mécanismes de résistance de l'ostéosarcome. Donc pour ça, on a généré au laboratoire des lignées cellulaires d'ostéosarcome résistantes aux chimiothérapies, ici aux cisplatines. Donc vous pouvez voir sur les graphiques ici que les lignées résistantes, donc les lignées 6R, sont moins sensibles aux cisplatines que les cellules qu'on dit naïves ou sensibles, donc in vitro, c'est-à-dire dans des boîtes de pétri, mais également in vivo, dans un modèle animal d'ostéosarcome. Donc ensuite, nous avons fait un séquençage du transcriptome de ces lignées d'ostéosarcome. C'est-à-dire que on a séquencé tous les gènes qui vont être exprimés par ces cellules. Et ensuite, on a fait une analyse bioinformatique qui a mis en évidence une signature YAP dans ces lignées. C'est-à-dire que la protéine YAP, elle va être très localisée dans le noyau des cellules d'ostéosarcome résistantes et va potentiellement transmettre un message qui est favorable à la résistance au traitement. Donc on a ensuite choisi d'inhiber la protéine YAP dans ces cellules résistantes pour essayer d'un petit peu mieux comprendre comment ça fonctionne, de décortiquer les mécanismes moléculaires et cellulaires. Donc inhiber YAP, ça veut simplement dire supprimer totalement la protéine des cellules tumorales. Et vous pouvez voir donc sur ces images qui représentent des cellules tumorales qui sont colorées en violet au fond d'une boîte de pétri, que lorsque l'on supprime la protéine YAP dans les cellules d'ostéosarcome résistantes, elles meurent, contrairement à la suppression de YAP dans les cellules sensibles. Donc, ça ne fait pas grand-chose. On peut penser en fait que donc, les cellules d'ostéosarcome résistantes ont un peu détourné le rôle de YAP, utilisé la protéine YAP pour survivre. Elles sont en fait, on appelle ça une dépendance à YAP. Donc ces résultats sont particulièrement intéressants parce qu'on peut penser que cibler YAP dans les cellules d'ostéosarcome résistantes peut être une nouvelle cible thérapeutique. Donc les perspectives de ce projet, à court terme, déjà, ça va être bien sûr de mieux comprendre le fonctionnement, le rôle de YAP dans les résistances aux chimiothérapies de l'ostéosarcome pour pouvoir vraiment identifier une nouvelle cible thérapeutique pour ces patients résistants. À long terme, ce sera vraiment avec nos collègues cliniciens de pouvoir mettre en place des thérapies qui seront ciblées et personnalisées pour chaque enfant atteint d'un cancer qui sera résistant. Donc je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Nous avons le temps pour quelques questions. Je vais peut-être commencer par une première question. La voie YAP-TAZ est aussi impliquée dans des processus de migration. Oui. Et je voulais savoir si vous aviez étudié dans les ostéosarcomes la migration associée à YAP. Oui, alors ça, c'était vraiment la deuxième partie de mon travail de thèse où on a montré que quand on surexprimait la protéine YAP dans des cellules d'ostéosarcome naïves, normales, ça augmentait énormément la migration des cellules, donc in vitro, mais aussi dans un modèle animal in vivo. Et on a vraiment montré que c'était en lien avec la voie du TGF-bêta. Voilà, YAP interagit avec une autre voie de signalisation qui est vraiment très favorable à la formation de métastases. Et dans les cellules normales de l'os, est-ce que vous avez pu comparer vos inhibiteurs, par exemple, sur des cellules normales? Non, on n'a pas fait ces travaux. Je pense que ce serait intéressant. J'avais fait quelques expériences dans des cellules, des MSC, des cellules souches mésenchymateuses. Je ne voyais pas un effet radical de l'inhibiteur, sauf à des doses forcément très élevées. Mais non, on n'a pas fait ces travaux. Sinon. OK, merci. L'activation de YAP débouche sur l'activation d'un grand nombre de cibles en aval. Est-ce que dans vos futurs travaux, vous avez, sur toutes ces cibles d'aval, vous avez cerné un petit peu celles qui vous intéressaient? Alors ou vous restez à un niveau relativement générique de l'étude de la voie YAP-TAZ? Non, alors c'est vraiment des travaux qui sont en cours, où on a séquencé, comme je le disais, le transcriptome, et on observe, en tout cas ce sont des hypothèses, peut-être des interactions avec d'autres voies de signalisation très connues, comme la voie AKT, la voie mTOR, qui sont vraiment connues dans le développement de nombreuses tumeurs. D'accord. Merci. Je pense qu'on est dans les temps.
qui est parfait. Merci beaucoup à vous. Et donc, nous allons passer à la prochaine intervention de Camille de Sévins, de l'Institut Imagine, également. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à participer à ce colloque aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des approches de single cell RNA-seq et je vais vous montrer le cas concret du MISC, donc qui veut dire Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, et qui est une maladie de l'enfant liée au SARS-CoV-2. Donc d'abord, je vais commencer par brièvement me présenter également. J'ai commencé par faire une école d'ingénieur en biotechnologie où j'ai obtenu mon diplôme en 2016 et ensuite j'ai suivi ça par un diplôme plus spécialisé en bioinformatique. Et au cours de ces études, j'ai pu faire plusieurs stages qui portaient sur la dermatite atopique, donc qui est l'eczéma de l'enfant, et un stage en 2016 sur le lymphome T cutané, donc mon seul stage en cancéro, ma seule expérience en cancérologie. Ensuite, j'ai travaillé pendant 1 an en tant que bioinformaticienne chez Sanofi avant de commencer ma thèse en 2019, donc il y a tout juste 2 ans, sur la caractérisation de la réponse à l'interféron par le single cell RNA-seq, et ce sous la supervision de Michael Ménager, qui est aussi ici aujourd'hui. Donc le single cell RNA-seq, ou séquençage en cellule unique, qu'est-ce que c'est et quelles sont les applications qu'on peut en avoir? Donc déjà, il faut comprendre, il faut vraiment partir du principe que les organismes, les tissus humains sont organisés de façon complexe avec chaque cellule qui a un rôle extrêmement spécifique. Et jusqu'à présent, le séquençage en bulk RNA-seq, on essayait de comprendre les signaux cellulaires comme si on avait homogénéisé le tissu. Et donc grâce au single cell, maintenant, on va pouvoir comprendre l'expression des gènes et savoir exactement de quelle cellule elle provient à la base. Et donc pour ça, on va se baser sur des approches de microfluidique où on va propulser des cellules dans des canaux de microfluidique pour qu'elles se retrouvent encapsulées de façon unique avec un barcode, donc c'est les billes colorées que vous voyez là. Et chaque cellule va donc se retrouver barcodée de façon unique et on va pouvoir ensuite récupérer tous les ARN et de cette façon savoir de quelle cellule ils provenaient à la base. Et donc, il y a plusieurs applications qu'on peut avoir pour cette technique. La première, ce serait l'identification de clusters pathologiques. Donc ici, vous voyez un donneur sain pour lequel on observe toutes ces cellules. Et vous voyez que ces cellules se regroupent en 3 gros clusters principaux. Et si on compare ça aux patients, on voit qu'on a l'apparition d'un nouveau cluster, donc ici de cellules qu'on pourrait qualifier de cellules associées à la pathologie. Et donc ces cellules, on va pouvoir en trouver des marqueurs, des biomarqueurs, qui nous permettront de mieux comprendre la pathologie. La deuxième approche, ce serait une approche plutôt de suivi de traitement, donc elle découle de la première, où ici on a le même patient avant traitement, on voit que ce groupe de cellules se résorbe pendant le traitement et qu'après traitement, il a complètement disparu. Et là, une troisième approche qu'on peut avoir pour le single cell, c'est vraiment l'identification de signatures de la pathologie. Donc là, on entre vraiment dans une approche plutôt de médecine personnalisée, où on va chercher à identifier une identité transcriptomique pour chaque patient. Et donc pour ça, en combinant les signes cliniques, les données génétiques si on les a, et cette nouvelle carte d'identité transcriptomique des patients qu'on aurait mise en place, on va pouvoir arriver à des approches de médecine personnalisée avec du diagnostic personnalisé, une aide des cliniciens dans la décision thérapeutique, avec notamment une prédiction de la réponse au traitement et également potentiellement un pronostic d'évolution de la maladie. Et donc, tous ces concepts-là, on les a mis en place dans notre étude sur le Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, ou le MISC, donc, qui est une maladie qui est apparue pendant les premières vagues de Covid-19. Donc ici, vous voyez sur le graphe de gauche, en pointillé, on a les vagues de Covid-19 aux États-Unis, et elles sont suivies de 4 à 6 semaines par ces vagues de cette maladie qu'on appelle MISC. Et donc, sur la droite, on a les symptômes de cette maladie. Donc on a des symptômes qui sont assez proches de la maladie de Kawasaki. Donc c'est également une maladie post-aiguë qui apparaît plusieurs semaines après une infection. Mais on a des symptômes qui sont assez spécifiques, avec notamment des manifestations gastro-intestinales ou encore une inflammation cardiaque. Et c'est celle-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Quels sont les enfants qui développent ou non des inflammations cardiaques? Donc pour ça, on a recruté une cohorte de 56 patients qui sont arrivés pendant la première vague de Covid dans les hôpitaux parisiens. Et on a divisé ces 56 patients en cas aigus et post-aigus. Donc post-aigus qui apparaissent, où la maladie apparaît plusieurs semaines après l'infection initiale.
Et ces deux sous-groupes-là, on les a à nouveau divisés en fonction de si oui ou non on était capable de détecter dans le sang de ces enfants des anticorps anti-SARS-CoV-2. Donc, est-ce qu'ils avaient vraiment été infectés par le SARS-CoV-2? Et donc, pour ça, ensuite, sur la partie post-aiguë, donc plutôt à droite de la cohorte, on a sous-divisé ces enfants qui étaient positifs au SARS-CoV-2 en MISC, qui développent des myocardites en rouge et qui n'en développent pas en orange. Et donc, pour chacun de ces échantillons, on a récupéré plusieurs types de données, des données de phénotype cellulaire, des données de single-cell RNA-seq, des données de bulk RNA-seq également, donc beaucoup de transcriptomes, et des données de mesure d'expression des cytokines. Donc, les objectifs de cette étude, c'était d'abord d'identifier les différences entre les MISC qui ne développent pas et les MISC qui développent des myocardites pour mieux comprendre comment ces myocardites, ces inflammations du myocarde, se développent chez ces patients. Et notre deuxième objectif, c'était d'identifier une signature moléculaire de ces enfants avec myocardite qui nous permettrait à terme potentiellement de prédire l'apparition de ces myocardites. Donc pour ça, on a commencé par regarder les populations cellulaires de deux façons différentes, d'abord par une approche de phénotypage et ensuite par une approche de single-cell RNA-seq. Et en comparant les populations cellulaires chez les différents groupes de patients, on a remarqué qu'entre nos MISC avec et sans myocardite, on n'avait pas de différence flagrante. Néanmoins, on voit une diminution de plusieurs types cellulaires quand on les compare aux patients sains. Ensuite, on a cherché à comparer l'expression des gènes entre nos patients avec myocardite et nos contrôles, et nos patients sans myocardite et nos contrôles. Et si on regarde d'abord sur l'ensemble des cellules en violet, on voit qu'on a peu de gènes qui sont modulés. Mais par contre, si on regarde spécifiquement sur un sous-groupe de cellules qui sont les monocytes et les cellules dendritiques, on voit que c'est là qu'on a le plus de changements d'expression génique chez nos deux groupes de patients avec et sans myocardite. Donc on s'est concentré sur ces cellules monocytes et cellules dendritiques pour la suite de notre analyse. Et l'objectif ensuite, c'était d'identifier des régulateurs qui pourraient avoir des changements. Et donc, on a remarqué que la voie NF-κB était très activée dans les formes sévères de MISC. Donc ici, sur la gauche, vous voyez tous les gènes qui sont impliqués dans le signaling du TNF-alpha, qui lui-même est régulé par ce NF-κB. Et donc, en rouge, en haut, on a l'expression des gènes chez nos patients avec myocardite. En bleu, on voit que cette expression est diminuée chez nos patients qui ne développent pas de myocardite. Et on a les contrôles en bas, où on voit que cette expression varie un petit peu. Et donc, cette expression de tous ces gènes chez les patients avec myocardite, elle est très augmentée. À l'inverse, sur la droite, on regarde les inhibiteurs de cette voie. Et ces inhibiteurs-là, ils sont en bleu assez diminués chez nos patients avec myocardite. Et donc tout ça, ça résulte en une activation de cette voie NF-κB chez nos patients. Et donc tout ça, on l'a confirmé également au niveau cytokinique. Donc là, on est vraiment sur l'expression des protéines. Et on voit qu'on a plusieurs protéines, dont l'IL6, qui elle-même est régulée par NF-κB, qui est très augmentée dans les MISC qui développent des myocardites comparé à ceux qui n'en développent pas. On s'est ensuite concentré sur un autre régulateur majeur de la réponse immunitaire, à savoir l'interféron. Donc ici, vous voyez en mesure cytokinique, donc en mesure de protéines, deux sous-types d'interférons. Alors pardon, il manque une petite légende, mais à gauche, on a les contrôles. Au milieu, on a les MISC qui ne développent pas de myocardite. Et à droite, on a ceux qui développent des myocardites. Et donc on voit en rouge que l'expression de ces deux types d'interférons, elle est augmentée chez nos deux types de MISC qui développent ou non des myocardites. Donc, on sait que tous les patients MISC sont capables de produire de l'interféron. Et donc, on a cherché à savoir s'ils étaient capables de détecter cet interféron et d'y répondre. Et donc, pour ça, on est revenu au niveau transcriptomique et on a regardé des signatures de la réponse à l'interféron. Et donc, on voit que chez les contrôles, la réponse, elle est très faible, c'est normal. Si on regarde chez les MISC en orange, cette réponse elle est très augmentée par rapport au contrôle. Néanmoins, chez les MISC qui développent des myocardites, on n'a pas cette augmentation de la réponse à l'interféron, comme s'ils n'étaient pas capables d'y répondre et comme si ça pouvait être ça qui serait une des raisons qu'ils développent des myocardites. Et donc, notre objectif suivant, ça a été d'identifier une signature de ces patients avec myocardite qui nous permettrait ensuite de prédire, si possible, l'apparition des myocardites avant qu'elle apparaisse. Et donc pour ça, on a cherché à identifier une liste de gènes qui pourraient nous permettre, qui pourraient faire cette signature. Donc on a eu plusieurs stratégies pour ça. D'abord, à gauche, on a comparé uniquement les patients qui développaient des myocardites avec tous nos autres échantillons de la cohorte.
On a comparé les patients qui développent des myocardites avec seulement les autres types de maladies post-aiguës. Et enfin, voilà, on a eu plusieurs stratégies pour identifier ces gènes-là. Et tout ça, ça a résulté en une liste de 329 gènes qui sont fortement augmentés chez nos MISC avec myocardite. Et on a cherché à valider cette signature-là par des approches plus traditionnelles de séquençage du transcriptome en bulk, donc sur toutes les cellules en même temps. Et donc, sur ces 329 gènes, il y en a 116 qu'on a validés ou dont on a validé le fait qu'ils étaient très spécifiques de nos patients avec myocardite. Et ça, c'est ce qu'on voit en bas à gauche sur le plot, où si on fait une signature de ces 116 gènes, on voit qu'elle est augmentée chez les patients qui développent des myocardites comparé à ceux qui n'en développent pas en orange. Et on peut encore aller plus loin, pousser cette signature, l'affiner, pour la réduire à seulement les 25 gènes qui sont les plus spécifiques des myocardites. Et on voit que là encore, on arrive à identifier une signature qui est très spécifique de ces patients. Donc tout ce travail a résulté en une publication qui est aujourd'hui en cours de révision dans le journal Med. Et donc pour conclure, grâce à des approches de single-cell RNA-seq multiparamétriques, on a pu identifier une signature des formes les plus graves des MISC, donc des formes qui développent des myocardites, et ce, basé sur un petit nombre d'échantillons avec très peu de matériel biologique, puisqu'il s'agit d'enfants. Ces approches de single cell, sur chacun de nos résultats, on a pu les valider soit par des approches de phénotype, donc en site-off, soit par des approches plus traditionnelles de bulk RNA-seq. Et donc tout ça, c'est une étude qui démontre la validité de nos approches de single cell RNA-seq pour identifier des signatures de certaines pathologies, et même qu'on peut identifier ces signatures sur une petite population cellulaire et qu'elle sera ensuite retrouvable sur la totalité de nos cellules. Et donc, pour conclure, tout ça, c'est une approche qui est applicable au domaine de l'oncopédiatrie et qui, je pense, l'est déjà pas mal. Voilà, donc merci beaucoup. Je voudrais remercier pour ça mon labo, donc l'équipe du docteur Ménager qui est ici, l'équipe du docteur Frédéric Rieux-Loca, également à Imagine, l'équipe du docteur Dara Duffy, toutes les plateformes d'Imagine et également tous les cliniciens qui ont participé à cette étude. Merci. Je pense qu'on a un peu de temps pour des questions. Merci beaucoup, Madame de Sévins. Catherine, est-ce que tu veux commencer? Oui, donc application à l'oncopédiatrie, je crois que c'est important pour les familles qui nous écoutent. Sur quelle, vous dites que ça se développe déjà un petit peu, ok, mais sur par exemple, sur quelles caractéristiques de cellules de l'oncopédiatrie on pourrait imaginer cette application directe? Alors là, on l'a fait sur des cellules du sang, donc des cellules qui sont en suspension dans le sang. On a déjà des approches de single cell qui permettent d'aller regarder le tissu et tout en gardant la structure du tissu. Donc on peut savoir exactement de quelle partie du tissu viendrait chaque cellule. Et donc pour ça, on pourrait potentiellement reconstituer une tumeur, par exemple, déjà en 2 dimensions, ce serait déjà pas mal. Et donc j'imagine que tout ça, c'est applicable à la fois sur les cellules cancéreuses qui seraient en suspension, mais aussi sur les cancers, les tumeurs. Sur le solide. Voilà, sur du solide. Et donc ça permettrait effectivement de voir aussi le rôle des différentes populations cellulaires sur l'évolution de la tumeur, etc. Voilà, etc. Quelles seraient les cellules qui ont le rôle le plus important sur l'évolution de la cellule? Est-ce qu'il y a un groupe de cellules résistantes au traitement, par exemple, qui serait en train d'apparaître? Donc tout ça, c'est des approches qui nous permettent de voir chaque... Et aussi l'influence des cellules normales des tissus environnants, par exemple, sur certains facteurs tumoraux. Par exemple, on pourrait penser à prendre une cellule, une tumeur et une partie de la juxtatumeur et comparer les cellules tumorales et les cellules environnantes. Comment est-ce qu'elles répondent? Ok, merci. Je voudrais revenir sur l'une de vos observations importantes, qui est les MIS. Si j'ai bien compris, les monocytes ont une absence de réponse à l'interféron. C'est ça? Oui. On pense que ce serait ça, oui. Et est-ce que vous avez des idées sur la cause? Parce que, de ce que j'ai compris, il y a une signalisation NF-kappa qui a l'air, au contraire, augmentée, forte, mais il n'y a pas de signalisation interféron. Non, ils ne répondent pas à l'interféron. Donc, effectivement, ils produisent l'interféron, mais ils n'y répondent pas. Ça, c'est également des observations qui ont été faites sur les Covid de l'adulte. Donc, les Covid les plus sévères sont souvent ceux qui n'ont pas de réponse à l'interféron. Donc, il y a des études qui ont montré que, par exemple, on pouvait avoir des anticorps anti-interféron, donc que l'interféron était neutralisé avant même de pouvoir être détecté par le reste
du corps. Et il a également été montré qu'on pouvait avoir des mutations génétiques dans les récepteurs de l'interféron et que donc on ne pouvait pas y répondre ensuite après l'avoir produit. Mais tout ça, c'est chez l'adulte. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'on est juste dans les temps. Et donc, on va continuer avec Madame Charline. Non, Michael Ménager. Michael, tu nous parles. C'est parti. D'accord, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens également à remercier les organisateurs de m'avoir invité et de me permettre de prendre la parole. Donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Michael Ménager. Je suis donc responsable d'un laboratoire, d'une équipe à type Avenir à l'Institut Imagine, situé sur le campus de l'hôpital Necker donc depuis juin 2017. Et comme Camille vous l'a montré, en fait, ce que l'on essaye de faire, on applique ce qu'on appelle des technologies émergentes qui sont l'analyse de l'expression des gènes cellule par cellule à différentes pathologies. À l'Institut Imagine, qui est un institut de maladies génétiques rares, on se concentre principalement sur les maladies auto-immunes, auto-inflammatoires. Et en fait, ce qui est intéressant, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, est un peu une approche conceptuelle des progrès et des perspectives que l'on peut envisager grâce à ces approches et ces technologies de cellules uniques ou single cell. Nous réalisons des études au niveau du système immunitaire, mais bien entendu, ces études sont également réalisées au niveau oncologique, au niveau oncopédiatrique. Et donc, conceptuellement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut savoir que depuis 2015, des progrès technologiques ont été faits et, comme Camille vous l'a montré, permettent d'aller regarder l'expression des gènes les plus exprimés cellule par cellule. Là où avant, il fallait environ des centaines de milliers, voire des millions de cellules pour arriver à détecter l'expression d'un gène. Si on essaye de faire une analogie, c'est comme si jusqu'à présent on avait survolé une planète et donc on arrive à avoir une vision assez globale, il y a des océans, il y a des forêts, il y a des montagnes, etc. Et que maintenant, grâce à ce progrès technologique où on va zoomer au cœur de la cellule, c'est comme si maintenant on avait atterri sur cette planète et donc on va avoir accès à un niveau de détail, un niveau de précision qui n'a encore jamais été égalé. Donc c'est ce qu'on cherche à faire en regardant les défauts moléculaires de chacune de ces cellules. Et donc, bien entendu, lorsque l'on fait ça, on peut s'attendre à observer des détails que l'on n'aurait pas vus avant. Et c'est la première caractéristique des approches en single cell, c'est peut-on revisiter les pathologies que l'on a déjà observées avec des méthodes plus traditionnelles, en allant regarder très précisément en détail ce qui se passe dans chacune de ces cellules. Peut-on identifier de nouvelles choses qui pourraient servir à la fois soit pour le diagnostic, pour la thérapeutique, le prognostic ou le suivi de traitement. Donc ces approches, on a essayé de les mettre en place à l'Institut Imagine depuis juin 2017 sur différentes pathologies et plus récemment sur une étude sur des cas sévères d'enfants infectés par le SARS-CoV-2 ne développant pas de Covid-19, mais une autre pathologie multisystémique et inflammatoire. Et donc d'après nos résultats, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait qu'à partir de très peu de matériel, donc peu de cellules, donc en 5 millilitres de sang prélevés chez un enfant peuvent suffire par exemple pour nous permettent, nous, d'analyser en single cell l'expression de gènes d'environ 10 000 cellules. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, si on compare le profil, par exemple, de ces cellules, qui peuvent être des cellules du sang ou des cellules venant de tissus, entre individus sains et individus présentant une pathologie, est-ce qu'on va pouvoir identifier des différences? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces cellules, en fonction des gènes les plus exprimés, après des analyses bioinformatiques, vont ségréger dans différentes parties d'un graphique en 2 dimensions. Et de façon très intéressante, on a déjà observé que des cellules, des clusters de cellules allaient ségréger uniquement composés de cellules de patients et donc allaient se mettre à part. Et donc c'est un peu ce qu'on recherche, c'est-à-dire se dire, y a-t-il des cellules anormales que l'on va pouvoir détecter et comparer et qui ne seraient pas présentes chez les individus sains. Et ce qui est très intéressant avec ces techniques, c'est que même un cluster de 10, 50 ou 100 cellules parmi 10 000, c'est suffisant, ces cellules vont pouvoir se ségréger à part. Une fois qu'on identifie ces clusters, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir interroger et essayer de comprendre pourquoi ces cellules se sont mises à part. Et donc, avoir une liste de gènes surexprimés ou sous-exprimés qui expliquent pourquoi ces cellules se sont mises à part. Et donc, on va pouvoir potentiellement trouver un lien très très fin, une corrélation à ce niveau entre les patients, leur pathologie clinique, des fois associée à des défauts génétiques, et la présence de ces quelques cellules assez rares, anormales. Ensuite, l'idée va être de voir s'il s'agit de causes ou de conséquences. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces techniques nous permettent de générer de nouvelles hypothèses de travail. Et après, par des approches plus classiques, on peut retourner, nous, à la paillasse, tester si oui ou non, telle ou telle voie de signalisation, NF-κB, TNF, etc., comme on a parlé, pourrait être impliquée dans la pathologie.
On a aussi réalisé une autre étude sur un individu. On a réussi à obtenir des échantillons sanguins avant traitement, pendant traitement et après traitement. Et on a comparé le profil, pareil, le profil cellulaire, une sorte de carte d'identité cellulaire. Et on s'est aperçu donc qu'il y avait des cellules anormales qui existaient avant traitement et que pendant le traitement, en fait, certaines de ces cellules étaient retournées dans des clusters qu'on appellerait plutôt normaux. Donc c'est très intéressant. On a pu identifier, par exemple, dans une pathologie, une production excessive d'interférons de type 1, qu'après un traitement expérimental, sur 3000 monocytes, on a identifié 300 monocytes parmi lesquels la réponse à interféron avait été diminuée. Donc 300 cellules sur 3000 dans lesquelles le traitement avait marché. Donc ça peut sembler peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que ce faible nombre de cellules semblait être corrélé avec une amélioration du diagnostic, enfin des signes cliniques. Et nous, au niveau transcriptomique et moléculaire, on essaye maintenant de comprendre pourquoi le traitement a marché dans ces 300 cellules et pourquoi le traitement n'a pas marché dans les autres cellules qui sont autour. Et en regardant les voies moléculaires qui corrèlent avec l'efficacité du traitement, peut-être que ça nous permettra d'avancer au niveau thérapeutique. Et donc là encore, ce sont des approches qui sont totalement transposables à l'oncopédiatrique. Et peut-être enfin, je pense que c'est important avec ces nouvelles approches, on arrive à un niveau de précision et de détail tellement fin pour chaque individu que je pense que c'est ce qui va nous permettre d'ici les 3, 4 ou 5 prochaines années à vraiment passer ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est-à-dire transposer la recherche fondamentale ultra précise à une médecine personnalisée. Et c'est un petit peu le concept qu'on essaye d'étudier à l'Institut Imagine, où l'idée serait de réaliser une sorte de carte d'identité cellulaire à partir de cellules du sang ou d'autres tissus de chaque patient, entre guillemets, en fonction de sa pathologie. Et ensuite, de pouvoir comparer ces cartes d'identité cellulaire ou moléculaire entre les différents patients. Et on s'est déjà aperçu que ce qui est très intéressant, on peut avoir des patients qui ont des signes cliniques identiques, donc ils souffrent de la même maladie clinique. Et quand on regarde au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, en fait, on va pouvoir les sous-catégoriser. Donc on va pouvoir grandement préciser potentiellement le diagnostic. Et donc qui dit préciser le diagnostic, potentiellement améliorer la thérapeutique. Et on a aussi des cas où on s'aperçoit que deux pathologies avec des signes cliniques différents, qui peuvent même être assez différents, au niveau cellulaire et moléculaire, on va retrouver le même défaut. Les cellules vont pouvoir clusteriser ensemble. Et donc les mêmes voies moléculaires qui vont être impactées. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup en me disant, avec ces approches, peut-être ce que l'on va pouvoir faire, si on arrive à identifier les défauts moléculaires, peut-être qu'on s'apercevra qu'en fait, telle ou telle pathologie, on peut récupérer une drogue ou un médicament existant dans une autre pathologie, une autre thérapeutique, et l'appliquer, même si les signes cliniques sont différents, étant donné que la voie moléculaire est la même. Donc pour finir, effectivement, ces approches en single cell sont des technologies qui émergent depuis à peu près 5 ans. Je pense qu'on est en phase de vraiment transposer à des applications très cliniques de médecine personnalisée. Et il faut savoir qu'on génère beaucoup de données et qu'en générant beaucoup de données, on se lance aussi dans des approches qu'on appelle d'intelligence artificielle pour, pareil, essayer un peu de façon moins dirigée, moins ciblée, extraire de nouvelles informations auxquelles on n'aurait jamais pensé. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Michael, de cet exposé sur ces technologies nouvelles, formidables, de single cell, qu'on utilise beaucoup au laboratoire, mais qui sont aussi complexes. Et on rentre dans le domaine, comme tu l'as souligné, des big data, pour analyser ces milliers de cellules sur lesquelles on a des milliers de marqueurs. Il faut arriver à classifier tout ça. Je voulais redire n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Nous en avons quelques-unes, nous allons y venir. Mais donc, n'hésitez pas, les oratrices et orateurs qui sont là pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Nous en avons deux. La première qui est issue, c'est un parent, nous pose, et c'est peut-être pour vous, Camille, ces méthodes que vous décrivez. Vous savez qu'il y a un certain nombre de chimiothérapies ont des effets toxiques sur le cœur. Est-ce qu'elles pourraient être, si je comprends bien la question, est-ce que ces approches pourraient être utilisées pour tester justement l'effet ou prédire l'effet de certaines chimiothérapies sur le myocarde?
Eh ben, potentiellement, l'objectif, ce serait de regarder soit le sang, soit directement le myocarde des patients qui ont eu des effets nocifs et de déterminer si on arrive à trouver une signature de ces patients qui serait différente de celle des patients qui répondent de façon positive au traitement et d'utiliser à nouveau cette signature chez les patients avant de leur administrer le traitement. Voir si ces patients à qui on hésite à administrer un traitement auraient une signature similaire. Et donc potentiellement, ça nous permettrait de prédire de cette façon-là la réponse au traitement. Merci. Catherine. Alors moi j'ai une question parce que effectivement on parle de médecine ciblée et ce type c'est vraiment fait pour ça. Mais comment économiquement et stratégiquement on va passer du patient à tous les patients, puisque vous savez que l'important pour les associations, c'est aussi qu'il n'y ait pas de privilège par rapport aux soins, ou même d'ailleurs au diagnostic, ou même à la recherche, parce qu'on parle quand même de l'individu et de sa cellule, puisque là on est même dans sa cellule, la PROM1, et il va falloir, alors je pense qu'il y a aussi l'intelligence artificielle qui va jouer un rôle, mais néanmoins, faire toutes ces études sur tous les patients, ça va quand même être un challenge économique et stratégique pour les hôpitaux aussi. Donc, comment vous envisagez ça? Alors, du coup, effectivement, la première chose à préciser, c'est que les analyses de type single cell sont encore des méthodes pionnières. Donc, qui dit pionnier, notamment en sciences, veut dire très coûteuse, des approches assez coûteuses. Après, je pense, ce qui est intéressant, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est ce qu'on appelle un peu des preuves de concept. C'est-à-dire sur des exemples disséminés, telle ou telle pathologie, des exemples assez ciblés, on est en train de voir, peut-on utiliser ces approches pour mieux comprendre l'effet d'un traitement, mieux comprendre, mieux stratifier, diagnostiquer les patients. On est en train de s'apercevoir que ça marche. Et je pense que comme toute technologie, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle du développement de ces preuves de concept, les coûts technologiques vont diminuer. Et peut-être que, moi je pense que dans 4-5 ans, on arrivera à un niveau qui fera qu'on aura pu prouver dans des exemples assez précis, ciblés, que ça marche. Des outils ont été générés, des approches conceptuelles auront été éprouvées et permettront à un moment donné, une fois que les coûts diminueront, de disséminer absolument à n'importe quelle pathologie. On peut prendre l'exemple de quand il y a eu ce projet de séquencer le génome humain, il y a un petit moment maintenant, c'était une fortune. Il a fallu, pour séquencer un seul génome humain, qui est vraiment un effort mondial, on a réussi à réaliser cette séquence. Maintenant, en routine, on peut faire un séquençage du génome complet des patients. Et donc, les approches single-cell, je pense qu'on se dirige vers la même chose. Donc, l'intérêt d'une approche ciblée, c'est de démontrer sa faisabilité. C'est vraiment une preuve de concept. Et une fois que ça marche, collaboration avec différents collègues ou même par des publications, ça peut être très facilement adaptable, modifiable, et je pense à toutes les pathologies. Ouais. Alors, tu as tout à fait raison, je crois, de mentionner la collaboration internationale. Et le modèle du séquençage du génome est effectivement un modèle très intéressant. Et il y a actuellement un consortium international dont l'objectif est de séquencer l'ensemble, ou en tous les cas un sous-groupe de l'ensemble des cellules humaines de l'organisme à différents stades embryonnaires. Et ce sera une base de données absolument extraordinaire pour les chercheurs, comme l'a été sans doute le séquençage du génome humain. Ouais. On a une question sur le chat qui est: beaucoup de parents font un lien entre les allergies, de plus en plus nombreuses, et les tumeurs pédiatriques. Et la question, qui est quand même une question, j'imagine, difficile, mais je voudrais avoir votre avis, avez-vous détecté des signes qui iraient dans ce sens? Finalement, si je reprends la question un petit peu, c'est: est-ce qu'il y a des évidences que la réaction immunitaire vis-à-vis de certains allergènes pourrait avoir des similitudes sur ce qui se passe en cancérologie, pédiatrique en particulier, mais aussi de façon peut-être plus large? Alors, ce qui est intéressant, alors déjà, dans les deux cas, le système immunitaire joue un rôle prépondérant, à la fois dans un cas tumoral ou à la fois dans un cas allergène. Donc, du coup, penser qu'il puisse y avoir des liens, absolument. Peut-être ce qui pourrait être intéressant, après, ce n'est pas forcément un domaine que je maîtrise, mais de se dire, dans les allergies, des fois, il y a des prédispositions qui peuvent être environnementales, mais qui pourraient être aussi génétiques.
peut-être qu'il y aurait des parallèles potentiellement à faire entre prédisposition génétique aux allergies et une sorte de parallèle avec certaines prédispositions génétiques par rapport à des tumeurs. On a aussi, dans le cas des allergies, on est plutôt dans le cas d'une réaction immunitaire qui va s'emballer, qui va être un peu exacerbée, trop exacerbée. Je pense que dans le cas des tumeurs, en général, on est plutôt en recherche d'une réponse immunitaire complète. Après, du coup, les parallèles observables, peut-être, pourraient être soit environnementaux ou génétiques, des facteurs pour l'enfant ou pour les patients qui font qu'on augmente sa susceptibilité aux allergies et potentiellement peut-être aussi à l'apparition de tumeurs. Donc ça pourrait être, je pense, facteurs environnementaux ou génétiques. Ouais. Merci Michael. Je vois notre chronomètre qui clignote. Ça veut dire qu'il faut passer à l'intervention suivante, qui est, je crois, donc en vidéo, de Madame Charline Millot, qui est à l'Université d'Angers. Charline, c'est à vous. Bonjour à tous. Oui, je m'excuse de ne pas pouvoir être en présentiel, mon état ne le permettait pas. Et je remercie bien évidemment l'INCa et les organisateurs pour cette invitation. Donc, comme vous l'a dit Monsieur Delattre, en effet, je suis basée à l'Université d'Angers. Et en ce qui concerne mon parcours de formation, en fait, j'ai une formation de pédiatre à la base. Mais très tôt dans mon cursus, dès ma deuxième année de médecine, je me suis formée également à la recherche, et en particulier la recherche fondamentale, en intégrant le cursus de l'école de l'INSERM Bettencourt-Schweller, qui m'a permis, dès mon externat, de réaliser d'abord un Master 2 en virologie fondamentale, où j'avais travaillé à l'Institut Pasteur de la Guyane sur des virus oncogènes, qui donnent des cancers. Et ensuite, au cours de mon internat de pédiatrie, j'ai fait une césure pendant 2-3 ans pour réaliser une thèse de doctorat en immunologie fondamentale dans un laboratoire INSERM qui est dirigé par le docteur Yves Delnest et le professeur Pascal Janin, qui est plus orienté sur les cellules myéloïdes et qui fait aussi de l'onco-immunologie. À la fin de mon internat de pédiatrie, je me suis spécialisée à la fois en cancérologie pédiatrique et en immunologie pédiatrique, en complétant ma formation avec une année médaille d'or au Centre d'études des déficits immunitaires à l'hôpital Necker Enfants Malades pour me spécialiser sur les déficits immunitaires en particulier. Et je suis ensuite revenue sur Angers pour compléter ma formation clinique en faisant un clinica en oncologie pédiatrique et au laboratoire d'immunologie. Et par la suite, pour pouvoir consolider mes connaissances scientifiques et fondamentales, j'ai fait le choix de partir à l'étranger pour réaliser un post-doctorat au Children's Hospital of Philadelphia, dans le laboratoire du professeur Craig Bassing, qui a une approche vraiment très, très intéressante sur le système immunitaire et en particulier sur la façon dont notre système immunitaire va créer les récepteurs aux antigènes, en particulier les récepteurs des lymphocytes qui vont reconnaître les différents pathogènes et qui vont, entre autres, permettre de produire des anticorps, par exemple. Et le professeur Craig Bassing a montré que ce système, à la fois, il pouvait ne pas bien fonctionner et donner des déficits immunitaires, et également dysfonctionner et donner des cancers, en particulier des leucémies aiguës lymphoblastiques. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce laboratoire. Et je suis rentrée en France fin 2020 pour prendre un poste hospital universitaire au CHU d'Angers, à la fois au laboratoire d'immunologie et en oncologie pédiatrique, pour pouvoir poursuivre notamment des travaux de recherche fondamentale dans le laboratoire dans lequel j'avais précédemment effectué ma thèse de sciences. Donc, en ce qui concerne les projets de recherche, je ne vais pas vous présenter beaucoup de résultats parce qu'il y a un projet qui est encore en cours et l'autre qui débute tout juste. En pratique, au sein du laboratoire INSERM, on a choisi de développer un axe de recherche sur les leucémies aiguës lymphoblastiques B de l'enfant, et en particulier celles qui sont les enfants qui présentent des rechutes ou des pathologies réfractaires au traitement.
Donc, on a un premier axe qu'on avait commencé à développer déjà pendant mon internat et mon clinica sur le statut immunologique des enfants qui présentent une première rechute de leucémie aiguë lymphoblastique B, qui est une étude très descriptive et très translationnelle. Et un deuxième axe qu'on est en train de développer suite à mes travaux de post-doctorat et qui porte plus sur la caractérisation moléculaire et essayer de comprendre les mécanismes qui sous-tendent la survenue d'une rechute ou d'une pathologie réfractaire. Donc, je vais d'abord vous montrer un petit peu ce qu'on fait sur le premier axe. En pratique, ce qu'on sait sur des données de recherche fondamentale et des données également translationnelles, notamment dans les leucémies aiguës de l'adulte, on sait qu'il y a une induction au niveau de système immunitaire d'un micro-environnement anti-apoptotique pro-tumoral qui va permettre aux cellules leucémiques de pouvoir proliférer sans être détectées par le système immunitaire, soit parce que les cellules leucémiques vont pouvoir induire ou en tout cas permettre d'augmenter de diminuer l'efficacité de notre système immunitaire, soit avec des cellules qui vont devenir moins actives que d'habitude, soit en permettant l'amplification de certaines cellules qui sont déjà connues pour être des cellules qui sont immunosuppressives, mais qui là vont être présentes en plus grand nombre, comme les lymphocytes T régulateurs, ou encore en empêchant l'activité de certains lymphocytes qui sont plus spécialisés dans l'élimination des cellules tumorales. Donc, le but de notre étude, elle est très descriptive, c'est d'essayer d'analyser ces différentes sous-populations de cellules immunitaires chez des enfants qui présentent une rechute de leucémie aiguë lymphoblastique B. Notre étude, en fait, c'est une étude qu'on dit ancillaire, c'est-à-dire qu'elle est rattachée au protocole de traitement des enfants qui sont en première rechute de LALB, qui est le protocole Intreal, ce qui signifie qu'en fait, les enfants qui sont inclus dans ce protocole de traitement peuvent, si les parents sont d'accord et si l'enfant est d'accord également, être inclus dans notre étude, où on va récupérer des tubes de sang supplémentaires au cours d'une prise de sang pour analyser ces différentes sous-populations de cellules immunitaires. Donc, c'est une étude qui est pour le coup nationale. Il y a eu un peu plus d'une vingtaine de centres qui incluent des enfants dans cette étude et qui est prospective. Et l'idée, c'est de comparer en fait le statut immunologique des enfants au moment de la rechute et de le comparer au statut immunologique d'enfants qui sont ou qui ont été traités également pour une leucémie aiguë lymphoblastique B, mais qui, eux, sont toujours en rémission complète. Le but, c'est d'essayer de voir si on va réussir à avoir des sous-populations de cellules immunitaires qui vont être spécifiques de la rechute et pour, in fine, pouvoir identifier plus précocement des enfants qui pourraient être à plus haut risque de rechute pour pouvoir intensifier plus précocement leur traitement. Donc, c'est une étude qui est encore en cours. On a quasiment fini d'inclure les patients et on est en train de finir d'inclure les enfants en rémission complète qui sont témoins des enfants en rechute. Donc, je ne vous présente pas là pour l'instant le résultat. Les premières analyses intermédiaires montrent qu'il y a clairement certaines populations de cellules immunitaires qui sont augmentées chez les enfants qui rechutent, en particulier chez ceux qui rechutent pendant le traitement. Et donc, on espère d'ici l'automne prochain pouvoir avoir des données complètes pour pouvoir réaliser les analyses. Et cette étude, elle a été possible grâce au soutien de nombreuses associations de patients qui ont soutenu financièrement ce projet et qui ont fait en sorte que ce projet puisse se mettre en place et on espère puisse aboutir. En ce qui concerne le deuxième axe, en fait, c'est un axe qu'on a développé suite à mes travaux de post-doctorat. En pratique, la leucémie aiguë lymphoblastique B, ce sont en fait des lymphocytes B, donc un sous-type de globules blancs, qui se développent dans la moelle osseuse et qui, à un moment donné, à un stade précoce de leur développement, va se mettre à proliférer de façon anormale. Ces lymphocytes B, à la base, en conditions physiologiques, ils vont exprimer des récepteurs aux antigènes qui vont reconnaître les différents microbes de l'environnement. Et c'est eux notamment qui vont produire ce qu'on appelle les anticorps, qui sont un récepteur d'antigènes. Et
au niveau génétique, donc quand on regarde à l'intérieur du lymphocyte B au niveau de son ADN, en fait, ça prendrait beaucoup trop de place sur notre génome si on avait un gène qui codait pour un récepteur qui reconnaît par exemple le tétanos. Un gène qui code pour le récepteur qui reconnaît par exemple la diphtérie. Donc, pour éviter d'encombrer notre génome avec un gène qui coderait pour un récepteur spécifique, la nature est bien faite et notre génome, en fait, le gène qui code pour ce récepteur aux antigènes, il est divisé en fait en plusieurs petits segments. Et on a un segment V, un segment D et un segment J qui vont être choisis au hasard, qui vont être recombinés ensemble, et ce qui va permettre de créer ce récepteur spécifique. Et donc, on imagine bien que si on a une dizaine de segments V, 2-3 segments D, 4 ou 5 segments J, eh ben, on va avoir des millions de possibilités de recombinaisons différentes qui nous permettent d'avoir des récepteurs d'antigènes qui soient très variés. Donc, ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la recombinaison VDJ. Et en pratique, ça implique qu'on soit obligé de faire des petites cassures de l'ADN pour pouvoir ensuite remettre bout à bout les différents segments géniques qui ont été choisis. Et pour faire ces cassures de l'ADN, en fait, les cellules utilisent des protéines qui sont capables de couper l'ADN, qu'on appelle les protéines RAG. Ces protéines, elles vont donc casser l'ADN et former des cassures double brin. Et ce qu'on sait dans les lymphocytes B au cours de leur développement, c'est que c'est un mécanisme qui est très très régulé pour éviter justement que ces protéines RAG aillent couper ailleurs dans le génome ou fassent plusieurs cassures au sein du gène qui code pour les récepteurs d'antigènes. Donc on sait, et c'est ce qui avait été montré dans le laboratoire du professeur Craig Bassing aux États-Unis, c'est que ces protéines, quand elles vont induire une cassure double brin, ça va entraîner une signalisation avec plein de protéines intracellulaires qui vont permettre d'inhiber l'expression de ces protéines, donc un rétrocontrôle négatif, dont le but est de limiter, entre autres, des potentielles cassures sur le locus des récepteurs d'antigènes et en dehors de ce locus, et donc d'éviter de créer des cassures de l'ADN qui potentiellement pourraient entraîner des mutations, des délétions, des translocations qui pourraient être oncogéniques. Et de façon intéressante, il y a une publication en fait, qui avait montré que dans les leucémies aiguës lymphoblastiques B, donc, qui sont une pathologie du lymphocyte qui est en train de se développer, quand on a une expression importante dans les cellules leucémiques de ces enzymes RAG, les enfants ont un moins bon pronostic. C'est-à-dire qu'ils vont rechuter plus et plus précocement que les enfants dont les cellules leucémiques ont une faible expression des protéines RAG. Donc la question qu'on s'est posée, qu'on se pose au laboratoire, et c'est le but de ce projet, c'est de se demander à la fois d'où vient cette hyperexpression des protéines RAG dans ces cellules leucémiques. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème de rétrocontrôle, de ce système de rétrocontrôle de l'expression des protéines RAG dans les cellules leucémiques qui expliquerait qu'on ait une hyperexpression résiduelle. Et puis l'autre question, c'est si ces protéines RAG, elles restent surexprimées dans les cellules leucémiques, dans ces lymphocytes B en développement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces protéines RAG aillent induire des cassures ailleurs dans le génome et donc aillent induire des événements génétiques, des altérations génétiques qui potentiellement pourraient entraîner et expliquer en tout cas la résistance au traitement et la survenue de rechutes plus fréquentes. Donc ce projet, il commence tout juste. La première partie du projet, ça va être surtout des analyses de données en fait, qui sont déjà en accès. Justement, ces fameuses données d'exomes, de génomes sur des prélèvements de cellules leucémiques d'enfants pour essayer de mieux caractériser ce sous-type de leucémie qui surexprime les protéines RAG. Et ensuite, dans un second temps, ce sera d'essayer de comprendre d'où vient cette surexpression
et qu'est-ce que ça induit en termes de résistance au traitement et d'agressivité de la maladie. Donc, je tenais à remercier tout particulièrement le laboratoire du professeur Bassing, notamment Craig Bassing lui-même pour son mentorship au cours de mon postdoctorat et encore maintenant. Je tiens à remercier tout particulièrement les médecins de l'unité d'oncologie pédiatrique, en particulier Isabelle Pellier, avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années et qui est vraiment très motrice sur le développement de nouveaux projets. Et puis bien évidemment le laboratoire INSERM dans lequel j'ai fait ma thèse et que j'ai réintégré après mon postdoctorat pour me donner l'opportunité de développer ces nouveaux projets et pouvoir bénéficier aussi de leur expertise. Et enfin, je remercie bien évidemment tous les enfants et leurs familles qui permettent à ces études de se réaliser, puisque sans les échantillons de patients, on ne pourrait pas avancer plus. Et eux aussi sont également très moteurs pour développer ces projets. Merci beaucoup. Ça y est. Catherine, est-ce que tu as des questions particulières? Peut-être juste une question qui vient en transition, bien sûr, avec ce qu'on a entendu sur le single cell. Est-ce que dans votre étude, vous avez envisagé ou vous avez le matériel adéquat pour étudier au niveau sanguin, single cell, ces différences entre les LAL à la rechute ou en rémission? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé? Alors à l'époque, quand le projet s'est monté, les techniques de single cell n'étaient pas encore très développées et restaient très coûteuses. Donc on a décidé pour l'instant, on avait décidé à ce moment-là de rester très global. D'autant plus que pour des raisons pratiques, on fait des analyses sur le sang périphérique et pas sur la moelle directement des enfants. On ne peut pas imposer un mélogramme juste à visée recherche, hein, ce ne serait pas recevable pour les enfants, bien évidemment. Mais par contre, il y a du matériel qui est congelé de façon systématique au diagnostic. Et même si c'est difficile à l'heure actuelle encore de faire des analyses sur des prélèvements congelés, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir collaborer. Il y a une dynamique très forte dans l'interrégion Grand Ouest pour collaborer entre les équipes de recherche et pouvoir justement partager les échantillons, parce qu'un des problèmes quand même en oncologie pédiatrique, c'est l'accessibilité aux échantillons, puisque même si ça touche beaucoup d'enfants en nombre, ça reste des pathologies qui sont rares, avec des échantillons qui sont assez précieux. Merci. En revanche, dans le deuxième projet, il y a des analyses en single cell qui sont prévues pour essayer d'identifier plus facilement et de trouver des nouvelles voies de signalisation qui seraient impliquées dans ces mécanismes. J'avais une petite question sur le deuxième projet aussi, cette protéine RAG1 dont vous nous avez parlé. Elle est aussi, depuis longtemps d'ailleurs, son implication est envisagée à l'initiation du processus leucémique, en particulier dans cette recombinaison VDJ dont vous nous avez parlé, en créant des recombinaisons anormales, des erreurs de recombinaison, et en activant certains oncogènes. Est-ce que c'est l'idée aussi qui sous-tend votre projet sur les résistances et les rechutes? Alors, oui, en effet, c'est aussi pour ça qu'on a pris qu'on s'intéresse plus spécifiquement aux rechutes, parce qu'en effet, le rôle de cette protéine dans l'initiation de la maladie, il est maintenant quand même bien décrit. Mais c'est vrai que de façon étonnante, il y a certaines leucémies où on sait que la protéine RAG1 joue un rôle dans l'initiation de la leucémogénèse et qui restent plutôt de bons pronostics, notamment les LALB avec translocation ETV6-RUNX1, qui sont assez fréquentes en pédiatrie et dont on sait qu'elles ont plutôt un pronostic favorable. Donc on pense que peut-être qu'il y a des événements en effet oncogéniques induits par l'hyperexpression de RAG qui peuvent entraîner des mécanismes de résistance, mais ce qu'avait montré, ce qui est en train, c'est des données qui ne sont pas encore publiées du professeur Bassing, c'est qu'en fait, au moment où la protéine RAG1 va cliver l'ADN sur le locus des récepteurs d'immunoglobuline, on sait que ça va induire dans les lymphocytes tout un programme génétique
qui va notamment permettre l'expression de facteurs de survie. Et ça de façon indépendante de la cassure en elle-même. Le rôle physiologique dont on pense, enfin le rôle physiologique qui est probable, c'est que le temps que la réparation de l'ADN se fasse dans le lymphocyte B qui est en train de se former, il faut que la cellule survive le temps qu'il répare pour ensuite pouvoir exprimer son récepteur d'antigène. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce programme génétique pourrait être impliqué si l'expression de la protéine RAG reste constante et n'est pas éteinte? Est-ce qu'on a une poursuite d'expression de ces protéines, de ces facteurs de survie qui expliquerait que les cellules leucémiques seraient plus agressives dans ce contexte? Merci beaucoup pour cette réponse. Nous passons maintenant à une discussion générale avec vous tous. Donc, Charline, bien sûr, restez avec nous pour cette discussion. Peut-être, Catherine, je te laisse la parole. J'ai une question pour Farah Rahal, si elle est encore avec nous. Je voulais savoir si vous aviez regardé, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de vous poser des questions, c'était un peu court, si les inhibiteurs que vous avez utilisés, vous savez ce qu'ils font sur la cellule normale et notamment aussi sur la toxicité? Après, les inhibiteurs qu'on a testés, on n'a pas testé sur des cellules normales pour l'inhibiteur épigénétique. En fait, que leur toxicité, ça dépend. Chaque inhibiteur épigénétique a toujours une toxicité. Mais sur nos cellules, on a montré que cette combinaison a aussi permis de diminuer les effets toxiques aussi, à diminuer la toxicité. Tandis que pour l'autre inhibiteur, en fait, il n'est pas, on ne pourra pas dire qu'il est toxique, mais toujours un drogue a toujours quelques effets néfastes pour les petits enfants, pour l'organisme en général. Oui, parce que vous savez qu'on est très préoccupé par la programmation justement de l'évolution de nos enfants, c'est-à-dire que tout ce dont on vient de parler, c'est dans un système qui est quand même très particulier, qui est celui du développement de l'enfant vers l'adulte, et que ça peut avoir des conséquences. C'est pour ça que je posais la question, mais d'ailleurs je peux la poser à tout le monde ici, parce que c'est quelque chose qui doit être tenu en compte, en principe, dans la recherche en pédiatrie, et je pense que c'est important d'avoir aussi de savoir un peu ces évolutions, de connaître ces évolutions et ces influences sur, bien sûr, la maladie qu'on doit traiter, mais aussi sur l'ensemble du développement de l'enfant. Oui, pour cela, nous, on était en train aussi de travailler sur un nouveau système de vectorisation où on vectorise la drogue pour qu'on puisse juste qu'elle cible la cellule tumorale sans avoir des effets néfastes pour les cellules normales. Très bien. Ouais. Bien. Merci. Donc, la discussion générale est un peu sur aussi vos parcours, vos souhaits, comment l'oncologie pédiatrique aussi s'intègre pour vous dans une vision d'avenir, de la suite des événements. Donc on a vu avec Charline, là, qui est une oncopédiatre, et c'est évident que ces aspects-là continueront. Mais pour vous, qui avez un parcours scientifique, et je dirais qui est tombé dans l'oncologie pédiatrique à l'issue de votre parcours, mais sans forcément connaître au départ même que les cancers de l'enfant existaient, hein, ça peut arriver. Comment vous voyez la suite? Je me tourne vers vous parce que vous êtes en postdoc. Et le postdoc, c'est le moment où on commence à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait après. Est-ce qu'on veut être chercheur? Est-ce qu'on veut être ingénieur? Est-ce qu'on veut passer plutôt dans l'industrie? Donc voilà, je voudrais avoir un peu votre avis et les difficultés éventuellement que vous rencontrez par rapport à cette vision d'avenir que vous pouvez avoir. Moi, j'ai commencé mes études en master sur la cancérologie en général, pas spécialement pédiatrique. Et c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéressait énormément. Des cours que j'avais pu avoir en licence, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. C'est un sujet extrêmement d'actualité, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Dans tous les cas, on est tous touchés potentiellement par les cancers.
Et donc après, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un lymphome qui était pédiatrique quand j'ai commencé donc, ma thèse dans le laboratoire d'Erika Brunet, donc ce fameux lymphome anaplasique à grandes cellules. Et après, j'ai aussi collaboré sur d'autres projets qui touchent d'autres cancers qui portent des translocations avec d'autres gènes, donc qui je trouve vraiment particulièrement intéressant. Et j'aimerais pouvoir continuer en oncologie. Alors après, en fonction des opportunités qui s'offriront à moi, ce sera en oncologie pédiatrique ou non. En tout cas, pour l'instant, là, j'ai un post-doctorat de 2 ans, voire 3 ans, qui restera donc sur ce sujet. Et donc, par la suite, j'aimerais continuer la recherche. Alors, est-ce que ce sera dans le public où il y a quand même très peu de postes, ce qui rend les choses un peu compliquées, ou dans le privé, dans des entreprises pharmaceutiques, peut-être pour essayer d'aller plus vers vraiment les thérapies. Ça dépendra vraiment des opportunités que je pourrais avoir par la suite. Sûr. Alors moi, j'ai découvert la cancérologie pendant ma licence, un peu de la même façon, mais j'avais toujours quand je suis arrivée à la fac, j'ai toujours eu envie de faire de la cancérologie, notamment pédiatrique, parce que j'ai quand même des souvenirs d'enfance où en CM2, j'avais une enfant dans ma classe qui a eu un cancer, bon, elle s'en est bien sortie, mais c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup marquée. Et c'est pour ça que j'ai vraiment choisi la cancérologie pédiatrique. Donc pendant les stages, forcément, on choisit en fonction des laboratoires dans la ville. J'ai postulé dans le laboratoire qui proposait de travailler sur un cancer pédiatrique. Ça m'a beaucoup plu, ça a vraiment confirmé mes choix. Donc c'est pour ça que j'ai continué d'ailleurs dans ce laboratoire. Après, j'aimerais bien faire un post-doctorat à l'étranger pour pouvoir vraiment découvrir un peu des nouveaux horizons, comment ça fonctionne dans les autres pays, la recherche, des nouvelles techniques, etc. Et pour pouvoir aussi faire de la recherche, un peu comme le LIA, peut-être avoir un poste dans le public, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas facile, il y a très peu de postes. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait quand même beaucoup plus de continuer dans le public pour faire une recherche qui est plus fondamentale ou préclinique que d'aller dans des sociétés privées qui appliquent quand même plus directement la recherche aux cliniques. Et oui, et puis on sait que les sociétés privées développent relativement peu de projets, en tous les cas de recherche, sur la cancérologie pédiatrique, qui est un marché étroit sur lequel ils ont des difficultés à investir, même si les choses évoluent quand même, les choses avancent. Vous avez poursuivi votre postdoc dans le même laboratoire, si j'ai bien compris. Oui, alors et maintenant, vous envisagez de dire que vous aimeriez partir à l'étranger? Oui, j'ai continué dans le même laboratoire, c'était vraiment la circonstance du moment à cause de la pandémie du Covid. Je n'ai pas pu partir à l'étranger directement et en fait on a aussi initié ce nouveau projet sur les phénomènes de chimiorésistance. On a des premiers résultats qui sont vraiment très intéressants, on a beaucoup de pistes, donc j'ai continué. Mais à l'issue de ce projet, j'aimerais vraiment partir à l'étranger pour vraiment découvrir autre chose, comment ça fonctionne ailleurs. Ça me semble important de pouvoir développer plusieurs aspects et plusieurs techniques. Quelles sont les techniques que vous aimeriez développer? Alors moi, j'aimerais beaucoup développer l'aspect bioinformatique et me former vraiment sur la bioinformatique pour avoir vraiment double compétence, la compétence biologie et la compétence bioinformatique, parce que ça me semble vraiment indispensable. On voit bien que les séquençages, le single cell, etc., ça devient la technique à maîtriser pour pouvoir vraiment mieux comprendre le cancer et aussi son micro-environnement, ce qui est super important pour le développement des cancers. J'imagine, Camille, que vous n'êtes pas contre cette idée que la bioinformatique... Je suis pour que tout le monde aille vers des approches de bioinformatique. Je pense que ça peut faire avancer beaucoup de choses. Je pense notamment qu'avoir cette double compétence à la fois biologie et bioinformatique, ça aussi c'est crucial. Afin de mieux appliquer la bioinformatique, il faut savoir exactement ce sur quoi on travaille, le type de données qu'on a, et il faut aussi bien comprendre les difficultés qu'on a à obtenir ces échantillons, à générer ces données. Et donc avoir cette double compétence, je pense que c'est nécessaire, surtout dans le domaine de l'oncopédiatrie, où obtenir des échantillons, c'est compliqué, les échantillons sont rares, le matériel, on en a peu. Et donc, pour mieux appliquer la bioinformatique, bien comprendre la biologie derrière, c'est crucial. Donc, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est très important, soit d'avoir la double compétence, mais
on peut difficilement être compétent en tout. Il y a un certain moment, si on veut être vraiment compétent, on est obligé d'avoir une certaine forme de spécialisation. Mais je pense qu'en fait, votre message, c'est aussi de dire le travail d'équipe. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que dans une équipe, il faut qu'il y en ait qui soient plus spécialisés là, dans la bioinformatique, mais que le collègue qui est à la paillasse, il ait suffisamment de connaissances en bioinformatique pour pouvoir interagir et que les gens se comprennent, au moins en termes de langage, et réciproquement, c'est-à-dire que le bioinformaticien ou la bioinformaticienne ait des notions expérimentales pour comprendre aussi la difficulté de la paillasse. C'est ça, on n'aura jamais un set complet de connaissances dans les deux domaines, mais effectivement, avoir ces bases dans le domaine du reste de l'équipe, c'est nécessaire à un meilleur échange au sein de l'équipe. Ouais. Et l'importance des relations avec les cliniciens dans ces cas-là, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait peut-être développer? Oui, là, sur les projets de MISC, on a notamment travaillé avec une clinicienne qui était en charge de tout le recrutement des patients et voilà, donc on a eu beaucoup d'échanges avec elle aussi. Et alors vous, Camille, donc, qui êtes plus sur un versant bioinformatique, hein, comme on l'a vu, comment vous voyez la suite des choses pour vous? Donc là, actuellement, vous avez un poste de doctorante. Vous êtes doctorante, hein, c'est ça. Et comment vous voyez les choses après, un postdoc? Potentiellement, oui, je trouve que les approches de single cell, c'est des approches qui sont fascinantes et qui sont loin d'avoir fini de se développer. Chaque année, on a des nouvelles technologies autour du single cell. Le single cell en soi a été élu méthode de l'année 2013 par le journal Nature. Ensuite, on a eu le single cell en spatial, donc reprendre exactement la localisation cellulaire de chaque cellule, qui a également été élu méthode de l'année. Et donc, tout ça, c'est des méthodes qui se développent, qui s'étendent année après année. Et donc, je pense que clairement, le travail là-dessus n'est pas fini. Donc, moi, j'aimerais continuer vers un postdoc où je continuerai d'analyser des données grâce à ces approches de single cell. Et après, pour la suite, je ne sais pas encore. L'avantage de la bioinformatique, c'est qu'on a beaucoup de postes qui s'ouvrent à la fois dans les entreprises et dans l'académique. Donc, peut-être que c'est un secteur qui est légèrement moins fermé que d'autres. Néanmoins, là aussi, on verra. Alors moi, je peux vous dire que des bioinformaticiens ou des bioinformaticiennes, on en cherche. Hein. On en a vraiment besoin parce que toutes ces techniques sont très complexes à analyser. Catherine? Oui, moi j'ai envie de leur demander à chacun un ou deux mots ou plus si nécessaire. Qu'est-ce qui vous aiderait aujourd'hui à réaliser ce que vous avez envie de faire? Est-ce que ce sont... Voilà, je ne donne pas de pistes. Qu'est-ce qui vous aiderait aujourd'hui à réaliser? Vas-y, Mickaël, tu n'as pas répondu, toi encore. Donc, dites-nous, qu'est-ce qui pourrait vous aider à réaliser ce que tout le monde souhaite, en fait, c'est faire évoluer cette recherche? Alors, je vais dire deux choses. Déjà, moi, ce qui m'intéresse maintenant, que j'ai réussi à monter ma propre équipe, c'est de mettre des choses en place sur des questions très ciblées et précises au sein de l'équipe, mais je suis beaucoup aussi en recherche de collaboration dans ce qu'on appelle des domaines différents, notamment l'oncopédiatrie. On a aussi des collaborations en neuroinflammation. Ce qui est intéressant, c'est que dans la recherche, on doit être très précis. Et nos projets de recherche sont toujours très précis et très complexes. Mais en fait, on travaille tous sur le corps humain. Donc, toutes les découvertes et les avancées qui sont faites, par exemple, en oncopédiatrie, peuvent être réutilisées en immunologie, ce qui se passe au niveau du cerveau, etc. Donc ça, c'est une première chose, moi qui m'intéresse. J'allais dire que dans la recherche, quand même, on court un peu toujours après la recherche de fonds et de financement. On passe beaucoup de temps à essayer de s'assurer que dans l'avenir, on va pouvoir obtenir suffisamment d'argent, notamment quand on travaille sur des technologies assez coûteuses. Et s'assurer que lorsqu'on recrute quelqu'un, on aura le salaire pour pouvoir le maintenir dans nos laboratoires. Et effectivement, en toute transparence, ça prend beaucoup de temps. De temps dans la journée et tout ce temps-là, c'est du temps qu'on ne peut pas passer avec soit tout à chacun quand on dirige une équipe ou alors sur l'analyse de ses propres données. Donc moi, si on me demande qu'est-ce qui nous manque pour aller plus loin, c'est ce que beaucoup de chercheurs vont répondre, c'est à la limite, moi si on me demandait, et c'est évidemment pas possible, si on enlève l'argent, l'aspect financier de l'équation dans la recherche, tout ira plus vite. On favorisera les collaborations,
les gens auront moins de retenue pour échanger des résultats non publiés, etc. Donc c'est utopiste, hein. Mais je pense qu'on peut tendre à évoluer vers des modèles ou réfléchir à des nouvelles façons de financement pour mettre en avant la recherche fondamentale. D'ailleurs, pour moi, fondamentale veut juste dire que son but est d'être ensuite appliquée, quelle qu'elle soit, cette recherche fondamentale. Camille, on rêve là, hein, on peut dire ce qu'on veut. Après, on transmettra si on peut. Et ben moi, j'allais partir plutôt sur les difficultés d'obtenir des postes pérennes aujourd'hui en recherche, avec plusieurs enchaînements de CDD. La carrière classique du chercheur, c'est cet enchaînement de CDD jusqu'à enfin décrocher le Graal qui est un emploi en CDI. Et ça, c'est assez compliqué, c'est très rare en recherche. Et on est assez limité dans le nombre de CDD qu'on peut faire. Donc, il y a cet enchaînement de stress année après année de est-ce que dans 2 ans, j'aurai à nouveau un poste et je pense que ça entraîne le chercheur à se stresser sur cet aspect-là d'instabilité plutôt que de concentrer toute son énergie sur sa recherche. Merci. Et ce que vous dites, c'est très important parce que c'est une instabilité, bien sûr, pour la personne qui cherche à un moment à pouvoir avoir un métier un peu stable, mais c'est une très grande instabilité aussi pour les laboratoires. Parce que les laboratoires, les techniques qu'on utilise, ça demande souvent des mois, voire des années pour que les personnes commencent à les maîtriser. Et en fait, avec les CDD, on est quand même très gêné que dès que les personnes commencent à être vraiment expertes, à bien manipuler les choses, leur contrat se termine et on sait tous qu'on ne peut pas garder quelqu'un plus de 6 ans en contrat dans un laboratoire. Et donc on perd des expertises en permanence. Donc c'est un vrai souci. J'imagine que vous serez d'accord. Je suis complètement d'accord avec ce qu'ont pu dire Camille et Mickaël. C'est vrai que le fait de ne pas avoir un poste fixe facilement et d'enchaîner les CDD, c'est une source de stress. Après, je pense que quelque chose qui est extrêmement important aussi, et c'est ce qu'a dit un peu Mickaël, c'est les collaborations, parce que finalement, le travail qu'on fait juste nous dans notre petite équipe sur notre petit projet, c'est pas suffisant. Il faut pouvoir collaborer avec des équipes à l'extérieur qui ont des expertises dans d'autres domaines et qui vont pouvoir vraiment apporter un plus. Et parfois, il y a dans certains domaines plus de compétition que de collaboration due au système de publication aussi, où on court tout le temps après la publication. Il ne faut pas que des données soient publiées avant un autre labo, etc. Et donc, des fois, ça, c'est quelque part, c'est un peu un blocage, parce que si on mettait plus en commun les informations et les résultats, ça pourrait avancer beaucoup plus vite aussi. Après, c'est un peu une utopie, je trouve, parce que les financements, on les a grâce aux publications. Donc c'est un peu, c'est un cercle vicieux en fait, parce qu'on a le financement grâce aux publications, donc les publications, les résultats, on se les garde pour soi, pour avoir le financement. Donc c'est vraiment problématique, quoi. Un vrai, oui. On n'oublie pas... Alors oui... Farah, même Farah, est-ce que vous avez des points? En fait, si je me permets d'intervenir, en fait, j'ai pas eu le temps de remercier toutes les associations qui m'ont aidé à accomplir tous mes travaux. En fait, sans la côté financière, on ne pourra pas 100% vraiment faire des travaux qui sont bien accomplis tout au long de nos carrières. Surtout qu'en domaine de la biologie fondamentale et appliquée, on a besoin beaucoup des outils, des machines, qui ont besoin toujours de l'argent. Et toujours le côté financier, c'est pas facile de trouver toujours quelqu'un qui pourra nous aider dans la recherche, du côté des sous. Alors que, autre que le stress aussi, comme vous l'avez dit Manon aussi, le stress de chercher un poste après chaque poste déjà terminé. Alors que pour moi, par exemple, j'ai juste fini ma thèse depuis pas 3 semaines. Et en fait, je suis actuellement en continuité dans mon labo pour finir quelques tâches sur mon projet. Et après aussi, j'aimerais continuer en postdoc soit ici en France, soit d'élargir les compétences un peu plus à l'étranger.
mais ce n'est pas toujours facile aussi de trouver un poste. On a beaucoup des projets, mais on n'a pas toujours les moyens financiers pour recruter toujours quelqu'un. Surtout qu'un postdoc, c'est quelqu'un qui est bien formé et il a besoin beaucoup plus, il a d'expérience qui pourrait aller beaucoup plus loin dans le domaine de la recherche. Merci beaucoup. Merci. Charline, n'hésitez pas à intervenir, même si pour vous, je dirais, l'avenir nous semble relativement clair, puisque vous êtes médecin et que vous avez, ce que nous avez dit, une carrière hospitalo-universitaire devant vous. Oui, c'est vrai que c'est l'avantage qu'on a en étant médecin ou pharmacien, c'est qu'on a plus de possibilités de postes. Donc sur le plan personnel, c'est beaucoup plus sécurisé. Après, le problème reste le même. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mickaël sur les financements de nos projets de recherche, notamment quand on monte son équipe ou des nouveaux projets, hein, les financements sont toujours un peu compliqués. Donc à ce titre, faut quand même noter le rôle des associations de patients qui proposent beaucoup de financement sur des projets qui sont un peu exploratoires, beaucoup plus que des financements académiques finalement qui vont être plutôt réservés à des équipes déjà bien installées sur des projets avec déjà des données préliminaires. Et puis ce qui est vraiment très important, je pense, pour avancer aussi en oncologie pédiatrique, au-delà de ces problèmes financiers qui sont récurrents malheureusement pour tous les domaines de recherche, c'est vraiment les collaborations entre équipes pour le partage d'expertise, le partage de données, mais aussi les collaborations avec les services cliniques, parce que c'est très enrichissant des deux côtés. Moi, je me suis rendu compte avec ma double formation qu'on n'avait pas la même approche entre les scientifiques, les gens qui sont issus du domaine scientifique pur et les gens qui sont issus du domaine médical. Mais ces deux approches qui sont totalement complémentaires et indispensables. Les scientifiques vont vouloir répondre à une question mécanistique, quand nous, en tant que médecins, on va plutôt avoir comme objectif principal l'amélioration du pronostic, l'amélioration de la qualité de vie du patient. Donc, on n'a pas les mêmes problématiques. Et en joignant nos forces, finalement, c'est ce qui permet aussi, d'une part, quand on parle avec les scientifiques, de leur dire, voilà, nous, notre problème en clinique, c'est ça, c'est la tolérance à tel traitement, c'est les effets secondaires de tel traitement, c'est les rechutes qu'on observe de façon empirique plus chez tel ou tel enfant. Et de l'autre côté, quand eux nous présentent leurs résultats fondamentaux, c'est de dire, ah, mais en fait, peut-être qu'on pourrait avoir une application translationnelle à partir de ce résultat très mécanistique, très fondamental. Donc c'est vraiment des approches qui sont complémentaires et qui nous permettent d'avancer, parce que l'objectif in fine, c'est quand même d'améliorer le pronostic des enfants et de limiter aussi, ce qui est un point important en oncologie pédiatrique, les séquelles sur le long terme, puisque comme l'a dit Catherine à très juste titre, c'est des enfants, quand on les traite à 2 ans, un jour ils vont avoir 18 ans, il faut qu'ils soient capables de grandir, qu'ils n'aient pas de séquelles à long terme de leur traitement. Vous avez tout à fait raison de souligner cela. Le temps passe et je voudrais quand même qu'on réponde à une question sur le chat, qui est une question qu'en tant que chercheur, on a tous été confrontés un jour ou l'autre, mais je voulais vous poser cette question. En tant que jeunes chercheuses et chercheurs, comment entretenez-vous votre envie quand vous rencontrez un échec ou une impasse? C'est quelqu'un qui connaît le monde de la recherche, qui pose cette question, et il sait que ça fait partie de notre quotidien, et que c'est vrai que ça donne des coups au moral. Et donc voilà, je vous laisse en quelques mots, très rapidement. Après, c'est vrai que forcément, dans la recherche, il n'y a jamais tout qui marche. Mais souvent, on a quand même plusieurs pistes et puis on essaye quelque chose, ça marche ou ça ne marche pas, et puis on essaye autre chose, et puis il y a un moment où ça finit par marcher. Donc des fois, il faut un peu s'obstiner aussi et se dire qu'on va finir par trouver quelque chose qui fonctionne. Et parce qu'il y a des échecs, mais il y a aussi des réussites, et c'est ça qui fait avancer les choses. Et après, un résultat négatif, ça reste un résultat, et c'est important aussi, parce que finalement, des choses qui ne marchent pas, c'est important de savoir que ça ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Donc je pense qu'il faut toujours essayer de tirer du positif de toutes les expériences qu'on fait, de tous les résultats qu'on peut obtenir, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer aussi les choses.
Oui, moi je dirais que les 10% de réussite, plus ou moins, surpassent largement les 90% d'échecs. On peut être déçu pendant des mois et des mois, mais le jour où on trouve quelque chose, on réussit techniquement, ça suffit à compenser tout le reste. Ouais, il faut pouvoir compter sur le reste de son équipe pour se remotiver dans ces moments-là. Et comme disait Loélia, un résultat négatif, c'est un résultat. On a au moins eu une partie d'une réponse à une question et ça vaut déjà le coup d'avoir tenté d'y répondre. Michael. Ouais, alors la recherche peut être, et je dirais doit être une passion, ce qui peut permettre de compenser les moments où c'est un peu dur. Peut-être que je finirai en disant que ce qui est intéressant depuis que j'ai rejoint l'Institut Imagine, c'est que du coup, on a tous les acteurs dans le même bâtiment. Et donc, moi, tous les matins, quand j'arrive, je vois les enfants et leurs familles qui sont au rez-de-chaussée. On les voit en passant, nous, dans le couloir avec ce système d'atrium. Et en fait, on se dit, on n'a pas le droit, c'est dur en ce moment, j'ai plein de choses à faire, mais on n'a pas le droit de lâcher. C'est assez motivant et on touche vraiment du doigt, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans la recherche, on touche vraiment du doigt le potentiel bénéfice de notre recherche, même s'il n'est pas immédiat. Et je trouve que si on favorisait globalement les échanges entre patients, parents, chercheurs et médecins, des interactions pour expliquer ce qu'on fait, pour qu'on connaisse aussi le besoin des familles, des patients, ça nous donnera une motivation supplémentaire. Ouais. Le temps a filé très très vite. On est donc à la fin de notre session. On n'a pas demandé à Farah si elles avaient des choses à nous dire là sur leur... Ah oui, Après, pour moi, toujours, l'échec, c'est le début de la réussite. Et j'ai toujours un proverbe où j'aimerais toujours le dire, que la réussite, c'est un peu de savoir, un peu de savoir-faire et beaucoup de faire savoir. Charlie. Merci, Farah. Farah a très bien résumé les choses. Et en effet, comme dit Mickaël, quand on met à distance nos petits problèmes de PCR, on se rend bien compte que finalement tout est très relatif et que ceux qui ont le plus gros combat à mener, c'est les enfants et leurs familles. Et c'est ça qui reste moteur et qui motive tous les jours pour se relancer et retourner à la paillasse, même si ça n'a pas marché une fois, c'est pas le plus grave. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous toutes ces expériences et tous vos rêves aussi. Je retiens plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Collaboration de tous les acteurs, c'est-à-dire les patients, les parents, les familles, les proches, mais aussi les médecins et les chercheurs, et probablement aussi les institutions pour trouver des sous, si j'ai bien compris, et puis aussi un partage de données qui me semble important, avec effectivement des liens forts entre différentes équipes, qu'elles soient de la recherche ou du médical. Voilà. On vous remercie beaucoup et franchement, j'espère à très bientôt pour avoir des résultats de vos résultats. Voilà. Et je dois annoncer que nous sommes donc en pause à partir de cet instant et que la session 2 de la recherche fondamentale à la modélisation reprendra dans cette salle à 13h30 avec d'autres intervenants. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Au revoir. Bonne journée.